Christophe est à l'aube d'un grand voyage. Devant lui, plus de 2 ans d'aventure autour du monde, à la rencontre de lui-même et des autres. 27 pays à traverser à la seule force du mollet. 50 kilos de bagages, sa maison sur son vélo. Une seule quête, le bonheur au bout du guidon. C'est l'heure du départ. Donc voilà, le vélo est chargé. Sacoche arrière, sacoche avant. Donc l'idée c'était de laisser quelques kilos ici sur la ferme familiale pour éviter de partir trop chargé. Et en fait au contraire, j'en ai rajouté. Donc la sacoche avant. Donc voilà, ma petite maman au travail. Et j'ai beau mettre du fil et du fil, je ne sais pas si ça marchera, si ça tiendra pendant les 585 jours. Une petite précision, il y a déjà 8 jours que j'aurais pu faire ça, mais naturellement, on est à un quart d'heure du départ et il faut s'activer. Donc 76 tours de taille. Donc voilà, je viens de dire au revoir à ma petite maman chérie. 47 tours de cuisse. Ça n'a pas forcément été évident. Maintenant, je me rends vraiment compte que les 28 000 bornes, ils sont devant moi. Mais bon, il faut y aller. Il est donc 18 h. Je suis un petit peu à la bourre. Mais c'est parti pour les 2-3 heures de mise en jambe avant de dormir je ne sais pas trop où, sous la tente ou je ne sais pas trop comment. Et enchaîner les kilomètres, j'aimerais bien faire 70-80 km demain. Parce qu'en même temps, c'est un petit peu le début tout ça. Et voilà, quoi, ce sera honnête. J'ai 25 ans lorsque je décide de bousculer mon destin. Démissionner d'un poste gratifiant pour un rêve d'enfant plein de naïveté. Je veux alors découvrir le monde de mes propres yeux, à bicyclette. Une caméra pour seul témoin de mon voyage. Je pars à l'aventure, mais j'ai tout préparé. J'ai dit à ma mère qu'il ne fallait pas qu'elle soit triste si je devais mourir. Je pars donc, égoïstement, prêt à léguer mon corps à la route, mon âme au ciel. Donc voilà, là c'est la phase de test, caméra au point en pédalant. Donc je suis susceptible de me cracher à tout moment, mais c'est pas grave. Là j'ai fait 60 bornes, je suis un peu naze. Soleil un peu toute la journée, vent en plein est. Donc comme d'hab, toujours de face. Et puis des dénivelés qui commencent à être un petit peu intéressants. On va pas tarder d'ici quelques dizaines de kilomètres d'être dans le parc du Morvan. Donc ça a bien grimpouillé. Alors là, qu'est-ce qu'ils me font? Pagny, Gémini, Thury, Moulerie. On va dire ça à gauche ou ça descend. Je vais quand même m'arrêter pour vérifier la carte. Tout de suite. Nous sommes quelque part par ici. Et l'objectif c'est d'aller à Druy-les-Belles-Fontaines d'ici ce soir. Donc encore une bonne petite vingtaine de kilomètres. C'est faisable. Donc autant pour moi, c'est pas le micro qui est tombé, c'est la carte. Naturellement, ça peut toujours servir. Voilà. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, dit l'adage. Je suis un fils de paysan. Si ma tête est au vent, mes racines sont à la terre. Du fil de bitume que je compte alors dérouler pour en faire le tour, je veux de l'imprévu pour routine, du bas-côté pour demeure. Et déjà, je fais le choix de traverser la France par ce qu'elle a de plus tendre, ces petits chemins de campagne. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez. On se rapproche gentiment du paradis ici. On est à Druy-les-Belles-Fontaines. Donc je suis arrivé à l'étape en question. Je vais planter la tente pas loin aujourd'hui. Je me suis pas encore décidé où. Mais ça va le faire. Donc en fait initialement je comptais me faire un petit resto tranquille à Druy-les-Belles-Fontaines. Et naturellement samedi soir oblige, c'était complet de chez complet.
Donc du coup, je me suis dit je vais pousser jusqu'à Collonges sur Auxerre. Et là, le camping était fermé. Méga plan loose. Et donc, j'ai poursuivi la route encore un peu. Donc aujourd'hui, j'ai quand même fait 91 bornes, ce qui est plutôt pas mal pour un gars qui n'a pas d'entraînement. Et je me suis trouvé un petit endroit paradisiaque au bord de l'eau. Et c'est hyper calme ici. Il me reste plus qu'à décharger la tente. Finalement, c'est pas mal, ça m'éclaire parce que je vous ai pas dit, mais je vois rien. Allez, ciao, bye. Le petit village de Sainte-Lucie sur Auxerre. Et donc mon lieu d'habitation pour la nuit. Ça va être sympa à remettre dans sa housse sans que ça sèche. Parce que je vais pas tarder d'y aller, moi. Ne pas tarder d'y aller, comme si j'étais pressé. Je trouve mes nouvelles marques géographiques, mais j'ai encore du mal à m'affranchir du temps. J'ai pourtant décidé de ne plus jamais porter de montre. Elles nous rendent prisonnières de nos vies. Sur le cadran de la route, je veux le soleil pour trotteuse. J'ai aussi décidé de ne m'adresser à la caméra qu'emplie de naïveté pour laisser une trace heureuse de ce voyage. Il est midi passé. Je me suis goinfré, il n'y a pas d'autre mot, à Vézelay. J'avais pas trop mangé hier soir, pas mangé ce matin. Donc ça a donné tartare de betterave avec fromage de chèvre, travers de porc avec des épices et du miel. Et le summum, ça a été pomme au four avec glace de cassonade. Excellent. C'est clair. La descente, ce sera sans la caméra à la main. Donc désolé pour l'aspect sensation forte, mais je garde ça pour moi. Là, je suis reparti il y a juste quelques minutes. J'ai un premier petit incident de parcours. Hein. Alors, on ne rigole pas, s'il vous plaît. Mais le tendeur de mes sacoches avant s'est pris dans les rayons. Donc, mission chirurgicale, enlever le tendeur sans, bien entendu, péter des rayons. Donc voilà. Une bonne petite journée qui s'annonce. Chris, on va te souhaiter bon courage. En plus, tu n'as quasiment plus de batterie sur ton caméscope, donc vous pourrez pas voir la suite. On y est quoi. C'est le lac près duquel j'ai dormi cette nuit sans m'en rendre compte. Point de départ de la énième étape, direction Chalon-sur-Saône. Ce qui est rassurant, c'est qu'on change de carte, on arrive en Bourgogne-Franche-Comté. On quitte définitivement la carte qui correspond à la région centre. Donc bah ça c'est du bonheur ça. D'un coup là tu te demandes ce qui t'empêche de leur faire salut, je suis là, ça vous dit de m'emmener jusqu'à Lyon en passant par les canaux. Moi je vous regarderai faire et je me mettrai les doigts de pied en éventail, ça me fera du bien, ça me reposera les genoux. Bon non, bon allez j'arrête. Je suis dans un bled paumé de chez paumé, je suis à Saturne, non à Sauturne. C'est perdu. C'est perdu à 40 km de Chalon. C'est perdu en pleine Bourgogne, je sais pas, il doit y avoir 20 ou 30 habitants. Zone rurale et en fait l'intérêt de l'endroit c'est que il y a d'indiqué sur la carte une pente à 17% par chemin de terre. Donc c'est pas que je veux tester le vélo mais ça me raccourcit en fait. La route se dresse face à ma solitude, sous les seules lumières de l'automne. Un champ laisse place à un village à une ville. J'apprends à m'extraire de ce rythme pour vivre pleinement les rencontres que je ne filme pas par pudeur. Je suis arrivé à Lyon, je suis donc chez Géraldine, Géraldine qui est une amie. Donc Géraldine m'a donné la possibilité de rencontrer des amis à elle qui ont fait Paris-Dakar en vélo. Donc naturellement, petite soirée bien sympa,
Enfin, moi je suis un petit peu un débutant dans l'histoire. Hein. Ils commencent à tous m'appeler le baroudeur, mais restons calmes les amis. Paris-Lyon, pour l'instant, c'est que du vélo en France, donc voilà. Bah, pour la suite de l'aventure, arriver en Turquie, en Iran et au Sénégal, bah, on verra ça dans les prochains épisodes. Allez, ciao. Je pédale 8 à 10 heures par jour. Le plus souvent, avec de la musique dans les oreilles pour seule compagnie. Je trouve progressivement mon rythme, mais avec mes 50 kilos de bagages en plus du poids du vélo, les Alpes me font peur. Je ne sais pas encore que d'ici quelques mois, je me baladerai pourtant sur la deuxième plus haute route du monde. Voilà, donc on est à Annecy, c'est le fabuleux lac. Je me suis arrêté faire des courses. Il me manquait pas mal de matos encore, notamment des méthodes de langue rapides pour apprendre l'italien et l'arabe, puisque c'est les prochains trucs qui vont m'être nécessaires. Et ce qui me fait flipper aujourd'hui, c'est ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire ce coup-ci de la vraie montagne. Donc bienvenue dans les Alpes. Bienvenue dans les Alpes, il fait un temps pourri. J'ai un col à 1500 mètres à passer dans l'après-midi. Bon, ça c'était sans compter sur une route fermée entre 13 et 17 heures en fait. Donc je pense pas que ce soit un véritable handicap en vélo, mais on sait jamais. Bon, j'ai un peu que ça à manger, mais ça va le faire. Faut keep the face et garder le moral. Hein. Ça grimpe mes amis. Alors, donc c'est sur plusieurs étages en fait. Parce qu'on croit que la route est juste là au-dessus, mais il y a des lacets de pure folie. Et là, faut un petit peu forcer quoi. Je commence à sentir les... Oh là là. Oui, je commence à sentir les premières tendinites au genou. J'ai cru bon partir sans entraînement, pensant que je finirais bien par me faire à l'effort. Chaque grimace équivaut à une douleur atroce qui ne cessera de se réveiller tout au long du voyage. Donc là ou là. Bonne question. Route pour automobile à 100 mètres. Bref. De toute façon, je suis trop mort. On va arrêter de jouer. On va pédaler. Bon. Donc là, on vient d'échapper à un accident de parcours. Là. Il y a une nationale qui mène jusqu'à Chamonix, mais je peux pas la prendre en vélo. Elle est interdite au vélo, donc je suis obligé de passer par les petites routes. Et les petites routes, c'est du pur délire apparemment. Le col que je comptais franchir pour passer en Italie est exceptionnellement fermé. Je suis contraint d'emprunter le tunnel du Mont Blanc, interdit au vélo. 11 km dans la montagne, en bus, avec lequel grandit l'impatience de trouver enfin un peu d'exotisme et de liberté. Plutôt plan positif, donc je suis juste de l'autre côté de la frontière, en Italie. Et à partir de maintenant, c'est le Beans. Là, je rigole, mais c'est le grand désespoir parce que donc, je me suis mis au cours d'italien juste à l'instant dans le bus. Donc, je vous ferai pas de démonstration, c'est assez poilant. Voilà, donc salut. Comment on dit excusez-moi en italien, je sais pas. Pardono ou pardona, voilà, c'est bien, ça me semble pas mal. Il est 7h30, j'ai quand même roulé 75 km aujourd'hui, malgré la montagne, malgré le passage du tunnel du Mont Blanc et tout. Et je suis tombé sur un gentil agriculteur qui, me voyant en vélo, m'a proposé de dormir pour la nuit. Devinez où? Et je vous fais la présentation des lieux, c'est énorme. Yes. Yes, yes. C'est ce qui s'appelle une caravane abandonnée.
Alors ceci dit, c'est moins froid que dehors. Donc il y a à peu près 4 cm de poussière, mais sérieux, c'est clair, je dors ici quoi. Je dors ici et demain matin je ferme la porte et au revoir. Allez, bon appétit. Ce soir-là, mon réchaud installé trop près du rideau manque de mettre le feu à la caravane. Quelques habitudes à trouver encore pour m'apparenter à un gitan. Heureusement, au bout de chaque tunnel se trouve l'espoir. Bah voilà, c'est fait. Donc derrière moi, c'est les Alpes, italiens et français d'ailleurs. Je sais même pas comment j'ai réussi à les franchir. En tout cas, maintenant, ça a l'air d'être que du plat. On se dirige vers Milan. Je sais pas trop si j'y passerai véritablement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la direction. Voilà, ça fait 1 heure que je suis arrivé à Milan et c'est les 10 ans d'anniversaire de Critical Mass. C'est ce qu'on peut trouver en France sous la forme d'un rassemblement de rollers. Et voilà, il y a des Italiens de partout en vélo, de Gênes, de l'Est de l'Italie. Ouais, c'est de la pure folie. Critical Mass, littéralement la masse critique. 325 villes à travers la planète voient chaque dernier vendredi du mois des centaines de vélos envahir leurs rues. Initier à la désobéissance civile, faire masse pour s'engager ensemble et changer le monde. Ce soir, nous sommes en nombre. Mais combien serons-nous encore demain à vouloir le bonheur au bout du guidon ? C'est aussi le poids des siècles qui donne de la consistance à l'Italie chargée d'histoire. Je quitte la masse critique de Milan pour retrouver la mienne. J'ai perdu 15 kilos depuis le début du voyage. Donc là, c'est la première vraie chute. J'ai pas encore fait l'état des lieux de ce qui était pété, de ce qui était naze, de ce qui était quoi, mais moi ça va à peu près. Je regardais en fait l'effet soleil sur champ avec brouillard. Je trouvais ça sympa et j'ai pas vu le virage. Donc voilà. Bref, allez. Si je pouvais tenter de vous montrer à quoi ça ressemble de pédaler quand ça tourne pas rond, c'est assez fantastique. Du coup, à me broyer le genou, je pense pas qu'on voit très bien. C'est hyper galère et j'avais prévu de passer une journée supplémentaire à Venise plutôt que de me prendre la tête avec un pédalier à changer qui va me coûter les yeux de la tête, quoi. Donc j'ai changé les pédales et les manivelles, mais je me demande si en fait c'est pas carrément le genou. Non, je plaisante. L'illustration, ça aurait pu aussi ressembler à ça. Donc finalement, c'est pas si pire. Donc voilà, on y va tout droit et puis espérons que j'arrive avant ce soir, c'est un peu l'objectif. Deuxième objectif, savoir où dormir. Et là, c'est encore pas gagné ça, parce que essayer de dormir à Venise, c'est pas gagné. Monsieur, bonjour, buongiorno. Un peu d'herbe, du marbre, de l'eau, l'Italie. Venise enfin, qui se laisse ronger par les marais et le sel. C'est pourtant grâce au commerce du sel qu'il trouva sa renommée. Ville de commerçants donc, mais paradoxalement, une ville compliquée pour les voyageurs. La nuit a été courte et bonne. En fait, hier soir, j'étais en quête d'un hôtel pas cher, que j'ai pas trouvé, puisque le moins cher c'était à 120 €, donc j'ai un petit peu laissé courir. Faut pas oublier qu'on est à Venise, et donc j'étais sur les marches en train d'attendre tranquillement avec l'ensemble de mes sacoches, puisque j'avais trouvé une consigne pour mon vélo. Et il y a deux Anglais bien roots qui m'ont accosté et qui m'ont proposé de les suivre parce qu'ils avaient un super plan. On a essayé de dormir à l'aéroport et on s'est fait jeter par la police de l'aéroport. Donc je trouve que c'est sympa quand même. Comme petite anecdote, de dormir sous un pont à Venise, c'est quand même top, quoi. Bon, ça se précise, d'ici une dizaine de kilomètres, je suis arrivé à Trieste. Il fait un super beau temps, la vue est magnifique ici sur cette route, donc c'est la même qu'au départ de Venise, la S14, mais sur la fin ça s'adoucit et c'est un peu moins pénible. Donc vue sympa, vue plongeante sur la mer,
Et en fait, j'ai décidé de personnaliser un peu mon vélo. Donc j'ai acheté un marqueur hier et je pense que je vais un petit peu me lâcher, quoi. Marquer de son empreinte la route ou se laisser marquer par elle. J'aime croire que le voyage n'est qu'une succession d'anecdotes. Elle m'aide à avoir moins peur de l'horizon. Ça y est, je suis en Slovénie. Donc je viens de passer la frontière à San Bartolomeo, qui est un tout petit village où je pensais trouver un camping ouvert qui est en fait fermé à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Donc 10 mètres après le camping, il y avait la douane que je n'avais pas vue en fait. Et donc j'ai présenté papier et j'ai mon premier tampon de passage d'une frontière. Eh, c'est pas beau ça? Alors en fait, il y a de fortes chances que je plante la tente ici. Là, c'est chouette là quand même. Alors les apparences sont trompeuses, mais je vous rappelle qu'ici on est en plein bord de mer. Donc ça me rappelle un petit peu les Alpes en fait, ce côté dénivelé. Si vous voulez, ils ne cherchent pas à comprendre ici, ça monte quoi. Donc ils passent pas par la vallée, ça monte, point barre. En même temps, ils n'ont pas trop le choix, c'est la côte, donc voilà, c'est ça ou le bateau. La côte adriatique, où je ne croise personne, désespérante en apparence. Je savoure pourtant la chance de voir presque chaque jour la chaleur du soleil laisser place à celle du refuge. Je suis dans un hôtel croate pour 10 € la nuit. Donc ça le fait bien quoi. 10 € la nuit pour une bonne douche. Olé, on se calme. Ce qui est sympa, c'est ça, c'est qu'il n'y a que de l'eau froide. Donc il n'y a que de l'eau froide, mais bon, ça le fait. Et j'en profitais pour faire une lessive, donc je vous laisse. Ce matin, j'ai fait les courses, enfin façon de dire, j'ai acheté quelques bricoles. Et il y a un truc, il faut que je vous montre, je sais pas du tout ce que c'est quoi. Alors ouais, effectivement, c'est pas évident, mais intérieurement non plus, c'est pas évident. Donc je pense pourtant... En tout cas, ça a pas l'air mauvais, je pense pourtant avoir acheté ça au rayon nourriture humaine. Mais je suis certain que ça va se manger quoi qu'il en soit, je suis certain que ça va se manger. Il n'y a pas de chat ou de chien de dessiner dessus, donc ça devrait le faire. Voilà. Je m'amuse et je m'étonne de tout. D'un hôtel sans eau chaude, d'une boîte en guise de repas. Je ne me figure pas encore à quel point je suis loin de ce qui m'attend. Et je trouve même le besoin de chercher du réconfort à Rijeka, la prochaine ville sur ma carte. Je suis non loin de la maison du Seigneur. C'est vraiment hyper space comme endroit. Parce que... Donc déjà, c'est là où je suis confronté au problème de la langue. C'est qu'il y a les horaires de messe. Et les horaires de messe indiquent Nedjeljom. Donc ça doit être certainement le jour. Nedjeljom, 7h, 10h, 18h. Donc demain, il est possible que je sois réveillé à 7h. Ça risque d'être un petit peu pas terrible. Mais ici, j'adore. Enfin, moi, c'est clair, je passe la nuit ici. Il n'y a pas de question à se poser. Enfin, si. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, donc en fait, j'ai tranquillement discuté avec les sœurs dans un croate complètement incompréhensible et j'ai pas compris grand-chose, donc ça a été assez rapide. Et là, donc on est dans Rijeka. Alors, Rijeka à 7h du matin par un temps pluvieux. Voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, mission de la journée. Mission de la journée, prendre une douche quand même. Je vous rappelle la mission de la journée qui était de prendre une douche. Donc c'est chose que je fais en roulant, hein, n'est-ce pas?
puisqu'il fait un temps complètement pourri. C'est une route qui n'est pas si évidente que ça en plus, surtout pour les vélos. Mais je me suis trouvé un petit coin à l'abri là. D'ici qu'il tombe, celui-ci, il y en aura pour un petit moment. Initialement, j'avais quand même prévu de faire le Monténégro et l'Albanie. C'est une route qu'on m'a plusieurs fois fortement déconseillée, donc je sais pas, le rafting et les demandes de rançon, j'aime moyen, donc on va étudier la question de manière très rapprochée, notamment auprès du consulat français à Dubrovnik. C'est bon. Bon, c'est vrai que je pourrais sélectionner les endroits pour vous parler, mais bon, c'est au bord de la route, en même temps c'est mon chemin. Donc voilà, je vais vous dire à bientôt. J'espère. Et allez. Bientôt, le Maghreb et le Moyen-Orient, l'exotisme des oasis, la solitude des déserts. Christophe va trouver réconfort dans l'hospitalité tunisienne avant de se mettre en quête des dunes. Des rêves d'Orient qui l'alimentent du désert blanc en Égypte à Petra en Jordanie. Voilà 2 mois que Christophe a quitté la ferme familiale du Loiret. Une traversée bucolique de la France, mais surtout une mise en jambe marquée par les premiers cols pour celui qui a choisi de partir sans entraînement. Après avoir suivi la côte adriatique, il s'affranchit enfin de l'Europe. On a un peu plus de 2 mois du départ, donc ces 2 premiers mois ont été consacrés à l'Europe. Maintenant, cap vers un autre monde, vers un autre univers, et que le plaisir dure. Il semble suffire de traverser la Méditerranée pour débarquer en Afrique. Mais voilà pourtant plus de 2 mois que je suis en route. La Tunisie marque à mes yeux le début de l'aventure. Au fond des ruelles, j'espère trouver des dunes. Sur le bateau, j'ai fait la connaissance de 3 Américains en vacances. Et puis il y a Willy aussi, un jeune cyclotouriste suisse qui cherche un compagnon de voyage pour quelques semaines. Ensemble, nous découvrons Tunis. Donc ça, j'ai payé ça à peu près 4 dinars, ce qui représente à peu près 4 €. Et on s'est fait accompagner par un gars qui disait travailler à l'auberge de jeunesse et qui nous a accompagnés jusqu'au marché. Et qui nous ont en fait accompagnés chez ses amis qui nous ont fait bien raquer. Et on s'en est débarrassé et après on a eu genre ça pour 600 cents. C'est absolument incroyable. Portés par l'excitation, nous marchons sans le savoir dans la nuit vers notre première invitation. C'est pour la télévision française. Donc en fait nous sommes chez lui. Quel est ton nom? Je m'appelle Lissem. Ok, donc nous avons gentiment été invités par cet ami que nous avons rencontré à Tunis et nous partageons avec eux un magnifique repas. Enfin, un grand merci, grand merci à tout le monde pour l'accueil tunisien. Et voilà quoi. Fin d'une rencontre en musique. Il y en aura des centaines jusqu'à la fin de mon voyage. Celle-là m'apprendra à ne pas être triste au moment des adieux. Donc ça y est, on part en direction du sud. De l'autre côté de la rue, c'est l'un des monuments érigés à l'occasion de la mise en place du nouveau gouvernement. No comment sur le nouveau gouvernement. Et voilà. Sympa. Donc en direction du sud, direction du désert. Allez. Si, un petit commentaire sur le nouveau gouvernement. À sa tête, le même président depuis 20 ans, Ben Ali, l'un des plus grands prédateurs de liberté au monde. À partir de maintenant, même les sourires des routes deviennent des balafres sur le visage de ma candeur. Je décide alors de m'enfuir par les terres esselées du centre du pays. On est sur la route qui nous mène de face à Siliana. Et on cherchait justement un endroit pour dormir avec l'ami suisse, Willy. Et puis voilà, ils ont posé gentiment ces matelas sur le sol. Et on va jouer au rami jusqu'à 4 h du matin. Donc,
Merci aux parents de Mohamed qui m'ont l'air d'être de très bons cuisiniers. Et laissez-moi vous dire qu'on va se régaler. L'hospitalité tunisienne contraste avec la rudesse du pouvoir en place. Je me forge un principe de voyage, ne jamais frapper aux portes, mais accepter l'invitation avec plaisir lorsqu'elle est proposée avec générosité. Donc même chose ce matin avec le petit déjeuner. Donc un vrai thé à la menthe, avec les pâtisseries des œufs arabes. Et en plus ce matin, je crois que le vent s'est arrêté. Et ça, c'est pas plus mal. Comment s'appelle ton ami? Walid. Walid. Hakim et Walid. Et puis toujours... Oui. C'est un berger. Un berger. Un berger avec des moutons. Salam alaikum. C'est la petite joke de la journée. Donc c'est le baptême de mon voyage. Puisque je suis à plat, je suis flat. Première piste. Première sensation d'être seul au monde. Willy s'efface. Il souffre des invitations multiples dont les intentions sont parfois compliquées à discerner. Nous apprenons à développer le 6e sens du voyageur, qui consiste à sonder le cœur des hommes en douceur. On s'est écarté un petit peu de la route pour choisir, pour prendre des photos. Et on a rencontré un berger qui est revenu nous voir pour nous proposer de dormir chez lui. Alors chez lui, en fait, c'est sous une espèce de tente, des tissus qui sont maintenus par des branches. Demain, je tenterai de vous présenter l'endroit où nous avons mangé, ainsi que la famille, si possible. Impossible de filmer, tant la caméra semble venue d'un autre monde. Je me contente de quelques images pour ne pas oublier. Je savoure en secret ces instants de vie partagés avec ces hommes qui vivent au milieu de nulle part. Leur mode de vie marquera inconsciemment mon voyage. Pour l'heure, j'ai rendez-vous avec le Sud, direction Degache. Alors on s'est fait un nouvel ami. Un nouvel ami qui parle pas un seul mot de français et qui parle pas du tout d'ailleurs. Apparemment il s'en retourne à ses chameaux. Parce que voilà les premières bestioles que l'on rencontre. Donc voilà, lui il a moins de mal que nous à pédaler dans le sable. Hein. Voilà, donc là on est à la sortie de Degache, à l'entrée du Chott Djerid. Alors le Chott Djerid, ça ressemble à ça. C'est-à-dire à rien. Et ce soir, mesdames et messieurs, en compagnie de Willy le Suisse, nous avons décidé, comme bien entendu il n'y a pas d'arbres, de les emporter avec nous pour faire un feu. Donc là, la question de trouver un endroit plat ne se pose pas. En fait, je veux dire, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ah ouais, je l'ai en arabe aussi. Pas mal, non? Alors ça se lit dans ce sens-là. Hein. Tour du monde à bicyclette. C'est légèrement humide, je vous le cache pas. Pour la mécanique, merci de fermer les yeux. Le sel qui recouvre le Chott El Djerid dissimule les vestiges d'une mer asséchée. Il se mêle au sable et au vent, qui nous ronge les nerfs jusqu'à l'épuisement. Si vous voulez que votre feu dure longtemps, utilisez allez, on va être poli, de l'excrément de chameau. L'excrément de chameau conserve la chaleur du feu pendant plus longtemps. Pour bien commencer la journée, un thé sur du crottin de chameau, rien de tel. Donc je pense qu'on va pédaler longtemps aujourd'hui. Ce matin, alors que mes yeux étaient encore pleins de sommeil, j'ai eu la folle envie d'aller à vélo dans le désert, dans le seul but d'y croiser des chameaux et des dunes. En passant par Tataouine, direction El Borma, un cul-de-sac au fond du Sahara, à la frontière avec la Libye et le Tchad. Un puits de pétrole qu'on atteint à vélo au prix d'une semaine d'efforts acharnés. Vous êtes ici dans l'une des chambres les plus chères du Sahara, 30 dinars par personne. Ça fait exactement un mois que je suis en Tunisie alors que j'avais prévu de pas y passer.
On a fait un peu plus de 1000 km avec Willy. Et Willy vient de partir, il repart, il est de retour en Suisse, il prend le bus ce soir. Donc pour moi, petit pincement un peu à la gorge parce que je me retrouve tout seul maintenant. Faut reconnaître que d'un autre côté, ça me fait du bien aussi. J'ai besoin de me retrouver un peu seul. Et puis ça facilite également les rencontres. Et puis on verra bien pour la suite. La suite a un cap, l'Est, un pays, la Libye. Je veux encore m'éprouver au désert. C'est face au sable que le voyageur se mesure au temps. Les journées se succèdent pourtant plus rapidement que les dunes. Dans ma lutte, j'accompagne les chameaux qui savent où trouver l'eau. Je croise parfois quelques ouvriers qui se rendent à la station de pétrole et m'offrent pain et lait. Je descends près de 100 fois l'heure pour pousser les 70 kilos de mon vélo. 12 heures par jour, pour une trentaine de kilomètres au mieux, avant de m'écrouler de sommeil. Voilà, c'est encore la fête du sable ce matin. J'en ai enlevé pendant la nuit, mais il y en a encore partout. J'ose même pas trop imaginer la tête du vélo à l'extérieur, mais bon. Voilà. Je vous présente donc Toto. Toto, c'est notre copain de ce matin. Toto est notre ami Scorpion. Il a fait la jolie plaisanterie de se glisser sous une pierre à quelques centimètres de ma tente. Et Toto content ou pas content? Toto, vos impressions sur la Tunisie? Il est trop timide. Le désert est témoin de ma folie. S'intéresser au moindre bout de vie, même hostile, permet de ne pas trop s'accabler sur la sienne. Mais je progresse peu. Je manque de me perdre souvent. Et lorsque j'arrive enfin à la frontière avec la Libye, on me refuse mon visa. J'ai pas le choix de retourner à Tunis pour prendre l'avion, pour me diriger au Caire. Alors ça peut être une solution intéressante. Il faut savoir qu'en Égypte, c'est 75% de désert et que le désert blanc m'intrigue tout particulièrement. C'est un désert qui est à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Mais on en reparle, hein. Pour l'instant, une bonne douche, je me remets de tout ça et un bon dodo. Allez. Un avion, des routes. Le Caire chasse vite mes idées de désert blanc. Avec ses 25 millions d'habitants, c'est la plus grande ville d'Afrique. Au sud-ouest, les pyramides sont les derniers remparts à son extension. Pour moi, elles symbolisent mon accès à la vallée du Nil. Donc voilà, on est escorté là jusqu'à Luxor, je pense. Donc tout se passe en voiture à partir de maintenant. Donc voilà. Au départ du Caire, j'avais prévu de longer le Nil pour rejoindre Luxor. Mais je suis arrêté dans mon élan par la police touristique qui m'empêche de poursuivre à vélo. Dans cette partie du pays, à cause de la menace terroriste, les voyageurs doivent être encadrés jour et nuit pour leur sécurité. Donc là, on a passé un cran dans le niveau aventurier. Donc depuis ce matin, j'ai fait, 150 ou 200 km. Et dans la bataille, donc la police ici me réclamait de l'argent. Et au-delà de ça, ils se sont servis dans mes sacs. Donc ils ont pris sur les poches qu'il y avait sur les côtés. Donc voilà. Donc c'est vide. On a fait que 200 km, il en reste 400 pour arriver à Luxor et on m'interdit de prendre le vélo. Donc normalement, arrivé là-bas, je devrais être complètement dépouillé. 3 jours de convoi à veiller sur des gendarmes qui jouent au voleur. Luxor a un goût amer, la vallée des rois aussi. Mais les Égyptiens n'entameront pas ma détermination. Je me suis promis de venir à Luxor à vélo. J'envisage de revenir en contournant la vallée du Nil par la route des oasis. Voilà, donc je suis de retour au Caire et je prends la route des oasis, presque 1000 km à travers le désert, pour rejoindre Luxor. Comme d'habitude, je suis un pro pour dégoter les chambres qui valent le coup. Voilà, on fait ce qu'on peut.
Je vous laisse admirer la vue. Et je vous raconte pour la suite. Pour l'instant, un petit dodo. Voilà, donc là, je suis à 310 km des oasis, dans un décor complètement désertique. Je suis pas trop motivé à pédaler, enfin voilà quoi. Ce sont de merveilleux fossiles de bois. Mais le problème c'est que ça brûlera jamais. Avec l'expérience du désert, j'apprends à me nourrir de la route. C'est ainsi que chaque jour, pour alimenter mon feu du soir, je ramasse les détritus abandonnés par les hommes. Ces hommes qui sont aussi mes oasis. Voilà, donc je suis dans l'oasis de Bareya maintenant. Je voulais me mettre en chasse d'un chamelier pour faire une expédition dans le désert. Et en fait, c'est un peu une usine à touristes, donc je pense que je vais le faire, mais en vélo. J'ai un bon bouquin qui devrait m'indiquer la bonne route. Affaire à suivre. Je pense repartir demain, mais Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le veut, car il a de quoi punir mon arrogance. Dans cet univers faussement immaculé, et qu'on appelle le désert blanc, le vent façonne la craie comme l'avenir. Le soleil, lui, il brûle comme en plein enfer. À midi, il fait 50 degrés. Il fait super chaud ici, il ne s'agit pas de rigoler. J'ai rencontré un guide à Bareya qui m'a parlé d'un voyageur à vélo, un Français l'année dernière, qui est décédé entre Kharga et Luxor. Donc il s'agit de faire gaffe. J'ai assez d'eau, donc ça va. Et puis demain, la prochaine oasis, donc Farafra, est à maintenant une 50aine de kilomètres. Donc j'ai pas fait de trip en chameau au départ de Bareya. Possible par contre que ça se fasse au départ de Farafra en direction de Dakhla, vous me suivez. Donc affaire à suivre. Si je sens que c'est pas le plan trop touriste et si je sens aussi que niveau tarif ça correspond à ce que je peux mettre. Voilà. À la prochaine. Allah ne veut plus. Panne subite de caméra. 3 semaines d'images stockées dans la tête. Le temps d'arriver enfin à Luxor, de retourner au Caire, de traverser le canal de Suez et de gravir le mont Sinaï. Épreuve s'il en est qu'une présence divine y réside, c'est là que ma caméra se remet à fonctionner. Ça fait longtemps que j'attendais ça, donc je suis maintenant sur le chemin. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait un camp de bédouins un peu plus loin où on pouvait faire des sorties dans le désert. Donc du Sinaï, eh bien c'est ce qu'on va vérifier, j'espère que ce sera possible. Ce qui repousserait de 5 jours supplémentaires ma durée de séjour en Égypte. Le temps d'aller jusque dans le Collard Canyon d'autres chameaux pour le vélo, moi je marcherai. Et voilà, Inch'Allah, la voiture continue. Une langue de bitume coupe le désert du Sinaï en deux. Mais c'est par les petits chemins de traverse que je souhaite rejoindre les rives de la mer Rouge. Et l'envie aussi inavouée mais bien réelle de ralentir la course du temps. Délaisser le vélo pour marcher au rythme du chameau. Donc là c'est génial. C'est un genre de canyon, on s'y croirait presque. Ce n'est pas une blague. Admirez mesdames et messieurs. Donc c'est pas le bonheur est au bout du guidon pour quelques jours, mais le bonheur est au bout de la bride. Just camel carrying stuff on bicycle. Moi je pensais qu'un chameau c'était comme les skis ou comme le vélo. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir le calibre en fonction de sa taille, quoi. Mais là, ça, c'est un chameau qui
J'ai pas trop choisi, quoi. Qui marche carrément plus vite que moi. Donc, je suis limite obligé de courir. Accident de parcours de Salah. Ce serait dommage de finir sans guide. Donc voilà, remède de bédouin de Salah. C'est la cigarette. Cigarette Cléopatra. Best medicine. Guide accidenté, guide sur le chameau. Et Chris y marche. Voilà, c'est la fête. Salah devient très vite plus qu'un guide. Chaque rencontre avec les bédouins est l'occasion de refaire le monde en famille. Toutes les traversées du désert devraient ressembler à celle-là. Voilà, les vacances sont terminées. De toute façon, ça tombe bien parce que le cadre du chameau était trop grand et j'arrivais pas à toucher les pédales. Donc on continue avec Titine. En route, direction Nouéba. Nouéba, puis la Jordanie, Inch'Allah. Je retrouve la tendre selle de cuir de mon vélo. Je retrouve aussi les courbes de selle que j'aime par-dessus tout, la route. Sa chevelure effilée, ses franges nettes, me donnent envie de me refaire une beauté. Voilà, j'espère que vous m'aimez toujours. Ah bah c'est 2 €, hein. Même pas, hein. Donc ça explique quoi. Bon alors faut arrêter avec les idées préconçues. Faut arrêter quoi, ici la mer elle est pas rouge. Yes. Voilà. Leçon numéro 1 du voyage en bateau, ne jamais donner votre sac à un Égyptien pour qu'il le débarque. Mission très dangereuse. La suite devient très vite moins drôle. La traversée, qui durera 16 heures de plus que prévu, devient quant à elle un détail. On m'apprend que la guerre en Irak vient d'éclater. Bienvenue en Jordanie, il fait froid, il y a de la montagne partout, du vent de sable. Je suis super crevé parce que j'ai pas dormi la nuit dernière, 21h sur un bateau oblige. Et la première chose qu'on me demande ici c'est quelle est ma nationalité. Le climat est moyen, affaire à suivre. J'essaye de me mettre à l'abri des hommes pour oublier que j'avance sur une poudrière. Et une nouvelle fois, je décide de trouver refuge dans le désert. J'ai trouvé the place où dormir ce soir, en plein cœur du Wadi Rum, pour la modique somme de 0 JD la nuit. Je vous prierai, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous essuyer les pieds avant d'entrer. Les pierres pour le feu sont déjà là, il manque plus que le bois. Mais attention, cette aventure a un prix. Marcher pendant 5 km dans le sable a poussé la bicyclette. Voilà, donc entre mourir de soif ou mourir d'une bactérie encore inconnue à ce jour, j'ai choisi la deuxième solution. Bon, c'est mélangé un peu avec de la bouse et de la bave de chameau. Et on verra d'ici quelques heures. Je suis parti du Wadi Rum, je vais en direction de Petra. Et ça grimpe. Et là, attention, attention, je vais pas tarder d'écraser un âne. La mission que m'a confiée Monsieur Jones, alias Indiana, est de bien vouloir, et bien sûr j'ai accepté,
Dormir sur le site. Petit déj à Petra. Allez, quel régal, messieurs, dames. Je vous en fais profiter un peu. Le site déserté par les touristes, alors que les bombes tombent sur Bagdad, n'est qu'une façade de la Jordanie. Mon voyage est ponctué par des invitations à boire des thés, mais surtout par des jets de pierre. J'ai le tort de symboliser l'Occident. Il semble que j'ai passé les roches, donc je suis maintenant en Syrie, passage de frontière absolument sans encombre. Rien à signaler. S'il s'est demandé à un moment donné s'il ne devait pas me faire payer une taxe parce qu'il ne voulait pas croire que c'était un vélo. Il pensait que c'était une moto, mais bon, non, c'est bien un vélo. 5 centres d'interrogatoire différents pour finir en cellule à Damas. On m'a arrêté au petit matin pour avoir dormi trop près d'une zone militaire. Je suis accusé d'être un espion israélien ou américain. Mes effets personnels deviennent leur pièce à conviction. Quelle inconscience de prendre le risque de filmer. Je me libère maintenant du poids de ces quelques images qui sont pourtant bien loin de la vérité. Elles auraient pu signer ma condamnation. Donc tout ça pour vous dire que maintenant je suis libre. Ils ont finalement compris que j'étais pas un espion, j'allais pas faire la guerre en Irak et que j'avais juste dormi sur le bas-côté de la route. Donc il y a des choses comme ça que t'es content de retrouver. T'es content de retrouver une chambre d'hôtel complètement kitsch. Et t'es content de retrouver une télé pourrie avec des informations dont tu comprends strictement rien. T'es content de retrouver un frigo qui marche pas. Et puis là, miracle, de l'eau chaude. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde de la liberté. Il y a du boulot, mais ça va s'arranger, enfin j'espère. Je suis pas un doué de la couture, mais on va faire en sorte que... Sans se laisser démonter par sa mésaventure syrienne, Christophe va traverser la Turquie en passant par la Cappadoce et s'envoler direction le Ladakh pour un trek dans l'Himalaya. Il remontera ensuite sur son vélo et cap vers la vallée du Gange et le Népal. Premier tour de roue au Maghreb. Pour Christophe, la Tunisie s'est avérée un pays de rencontres heureuses. Mais en Égypte, c'est la police touristique qui s'intéresse à lui. Le désert blanc, le Sinaï ont été autant de refuges. Les nuits dans le Wadi Rum et à Petra en Jordanie, autant de réconfort. Mais en Syrie, c'est la prison qui l'attendait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde de la liberté. Avant d'être relâché pour traverser la Turquie. Pour aller en Cappadoce, il faut que je franchisse la montagne qui est là-bas avec de la neige dessus. Bah, comme qui dirait, c'est pas gagné. Et là, je me mets en quête d'un endroit où dormir et me faire un bon petit repas. Alors pas un petit repas parce que j'ai spécialement faim, en fait si j'ai carrément grave la dalle, mais aussi pour alléger le sac. Parce que là, le moindre gramme compte dans la montée. Inutile de vous faire un dessin. Le seul bon moyen que j'ai trouvé pour les passages à gué, c'est celui-là. Vous prenez une chaussure et vous vous débrouillez pour la lancer de l'autre côté. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr d'être obligé de passer de l'autre côté. Toujours choisir le chemin le plus difficile. Voilà ma première règle de voyage. Les montagnes du Taurus m'en apprennent davantage sur moi que les plaines de l'Euphrate. Les pistes cabossées, plus que les routes trop lisses. En attendant de me réconcilier avec les hommes, après mon séjour en prison syrienne, je trouve réconfort en la nature, jusqu'à en oublier les 70 millions d'habitants que compte la Turquie. Excusez du peu, mais c'est donc ici à 2000 mètres en Turquie, peu après Nikde, que je décide de faire campement. La Turquie pour moi c'est la recherche des endroits paradisiaques comme cela pour
pour un peu plus de tranquillité après la Syrie. Et là, je pense que c'est réussi. Purée de chou-fleur et de pommes de terre et son cervelas. Le dîner est servi, s'il vous plaît. Bien manger pour bien rouler. Quelques nourritures terrestres, et je m'affranchis rapidement des montagnes, rejoins Güzelhürt, et entr'ouvre ainsi la porte d'un autre paradis, la Cappadoce. La vie est parfois un simple concours de circonstances. Ce matin, je m'apprêtais à faire une journée normale comme d'habitude, et puis mon vélo me dit « Aujourd'hui, j'ai pas envie de pédaler, dégage, va te faire cuire un œuf. » Il n'y a pas de souci, voici mes 3 plus beaux œufs de ces 3 derniers jours. Je m'improvise presque voleur de poules au pays des Turcs, à en chercher même des œufs dans le paysage. Je crois les trouver du côté de Selim, mais les roches qui semblent avoir été pondues par le ciel et qui pointent au vent ne sont que des pitons, des cônes ou des cheminées de fées. Certaines d'entre elles, creusées, ont servi d'habitation troglodyte. Selim au milieu de ce décor prodigieux et grandiose. Et ce que je cherche, c'est une orientation est-ouest pour pouvoir voir le soleil se coucher et se lever. Et puis j'aimerais bien aussi avoir une vue sur les montagnes qui sont au loin là-bas et sur le village. Donc je cherche. Depuis que je suis parti, c'est la première fois que j'ai une maison aussi grande pour moi tout seul. Je sais même pas quoi en faire du coup. Je sais même pas trop où est-ce que je vais installer ma couche. Mais c'est génial quoi. La vue sur le coucher de soleil. Coucher de soleil derrière la montagne. Si ça c'est pas du pur bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça se voit pas dans mes yeux? Non, il semble. J'essaye de repartir avant d'être déniché par les habitants du village de Selim. Les roches se souviennent encore des peuples persécutés qui trouvèrent refuge en leur sein. Elles me parlent des Hittites, des Perses, des premiers chrétiens qui s'installèrent ici, les bras chargés de leur passé. À Mustapha Passa, j'y recherche pourtant un peu de légèreté. L'histoire qui vient de commencer est à la fois un mélange d'une histoire de Marcel Pagnol et d'une histoire de carte au trésor. Hier soir, alors que nous nous trimballions dans les rues du village, nous, c'est un couple de Français que j'ai rencontré qui voyage à vélo. Nous avons été alpagués par Hakan. Hakan est turc, passionné de son village. Il nous a raconté l'histoire d'un endroit caché dans la montagne, une montagne sacrée d'où coulerait une source, et où se cache là un trésor d'or et d'argent. Et j'ai là en ma possession la carte détaillée du trésor que nous allons chercher dès maintenant. Excellent, excellent mes amis. Là, c'est du délire. T'as le droit de choisir. Bon, ça c'est le trésor de la journée alors. Une demi-banane, je veux bien. J'ai laissé repartir Virginie et Jean-Marie sur les routes d'Anatolie en direction de Nevşehir où ils prennent un bus
Et ce que je cherchais depuis longtemps, c'est-à-dire une vallée avec un petit torrent et du bois pour un feu, eh bien, les voici réunis et je pense que ça va être une soirée mémorable. Chaque fois repartir, chaque fois laisser derrière soi un bout d'histoire pour en retrouver une autre. Je dois rejoindre la capitale. Dans chaque pays, il me faut penser à l'obtention des visas pour les suivants. À venir, l'Iran puis l'Inde. Je suis donc à Ankara, séance réparation de vélo, entretien et compagnie, dans une chambre d'hôtel qui ressemble plus à une chambre d'hôpital ou à un garage qu'à un endroit où dormir. Donc voilà, tout se passe bien. Hier, j'ai dépensé un petit peu d'argent quand même pour redonner une santé à mon vélo. Et aujourd'hui, si tout va bien, c'est séance visa. Pour l'heure, il est encore tôt ce matin et je m'occupe de ma belle monture. Mon visa pour l'Iran court à compter de la date d'émission. Je suis donc contraint de rejoindre la frontière en bus pour pouvoir enfin profiter pleinement du pays à vélo. Les paysages esselés de l'Azerbaïdjan iranien contrastent finalement assez peu avec ceux de l'Anatolie. Donc ce qui me fait passer d'Ankara à l'Iran en moins de 2 minutes, c'est... enfin moins de 2 minutes, en moins de 18 heures, c'est un bus. J'en suis à 10 300, 10 400 km depuis le départ de Paris, ce qui représente en fait à peu près un vol d'oiseau un Paris-Pékin. Donc il est temps de s'affoler. Il y en a qui me disent ça serait bien que tu arrêtes de jouer au zigzag. C'est pas complètement faux et le yo-yo je l'ai rangé dans la poche. Donc on va y aller maintenant. Les 4x3 qui rendent grâce aux martyrs du pays me rappellent les geôles syriennes. Je me sens suivi, contraint à emprunter les petits chemins, à avancer vite et à laisser la caméra au fond du sac. Souvenirs éphémères de l'Iran, de ses mosquées bleues, de ces vieux souks et de ces barbus que je tente d'imiter pour passer inaperçu. Donc un demi-euro, voilà, coupe de cheveux, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et puis la chambre, on est à 2 euros, 2 euros la nuit. Bon, c'est une chambre qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quand même le ventilateur, ce qui est pas rien. Le problème, c'est que j'ai quand même un petit souci d'argent parce que je peux pas retirer. Et j'ai un billet d'avion à acheter pour aller en Inde. Donc je suis ric-rac. Je me suis déjà renseigné auprès de l'ambassade de France parce que j'aurais peut-être besoin de leur aide. Voilà. Après un mois passé en Iran, je bute contre la frontière avec le Pakistan que je décide d'éviter. Retour à Téhéran où en effet, l'ambassade de France finit par me dépanner. J'arrive en Inde, à Leh, la capitale du Ladakh, qu'on appelle le Petit Tibet. C'est ici que mon frère a décidé de me rejoindre pour une tranche d'aventure à partager à travers le Zanskar. Voilà. Donc mon frère est arrivé aujourd'hui, apparemment tout le monde est au courant. Moi je l'ai pas vu. C'est ça qui est génial. Donc je savais pas à quelle heure il arrivait puisqu'il m'a pas dit l'heure. Son vol aujourd'hui il me l'a pas confirmé. Mais apparemment il est là, donc c'est que du bonheur. Et puis on va se mettre en vélo à la recherche du frangin. Voilà. Allez. Mesdames et messieurs, je vous présente The Star. Voilà, donc nous sommes à Bercha, premier jour du trek. Et le frangin a vomi toute la journée d'hier. Tout ça annonce un périple fantastique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je pète la forme aujourd'hui. Et pourtant, il a plus rien dans le ventre. Nos pas fraternels sont inquiétés par les maux d'altitude. Nous avançons prudemment mais sûrement. Les jours d'autonomie sont comptés. Nous marchons 12 heures par jour en moyenne, en quête de ces sourires du Zanskar, jusqu'à l'heure furtif ou invisible. Pour l'heure, seuls les nuages jalonnent notre route. On est à 4600 mètres. C'est grave la loose, on a planté la tente sous la flotte.
Tout est trempé, le seuil de couchage, la totale, enfin c'est génial. Lui là, il est complètement destroy. Il rigole mais c'est vraiment pour la caméra. Voilà, mal à la tête, il sait pas s'il va continuer demain. Et puis la douche s'imposerait. Mais enfin voilà quoi, c'est tout. Bonne nuit, il est 7 h du soir et on a marre. Bon déjà lui ça va mieux, donc ça c'est super. Il est indiqué sur toutes les cartes que le passage du col sans visibilité s'avère dangereux. C'est la fête. Voilà, mon premier 5000 je l'ai fait en compagnie de mon frère. Donc nous sommes au Chingola, dans l'Himalaya, dans notre traversée du Zanskar. Difficile de respirer. Non, j'exagère. Non mais c'est vraiment génial. Pas le mal de tête, rien. Et si ça va bien, il y en aura 7 ou 8 autres comme ça. Une légende raconte que les hommes au cœur pur sont capables de voler d'une vallée à l'autre. Mais c'est l'excitation de la rencontre qui nous donne des ailes. Rapidement, nous croisons caravanes de chevaux et de yaks, annonciatrices des sourires tant espérés. Dans cette région qui est l'une des moins peuplées du monde, les pierres qui témoignent de la foi en Bouddha et les hommes qui tutoient les dieux sont les manifestations d'une générosité débordante. Chaque jour, nous sommes invités à ralentir la course du temps. Il ramène la cheminée et ça tombe dans la soupe, c'est quand même du bonheur. Mesdames et messieurs, un plat ladaki? Non, zanskari. Zanskar. Je vais vous montrer l'extérieur de la vue de la chambre. Et c'est une fenêtre sans gond. Là c'est bien là. Impeccable. Donc on a... Oh, on arrête là. On arrête là. Donc ça ressemble carrément à Tata au Tibet ici, c'est hallucinant. On est à Phuktal. C'est un gompa qui est situé dans le Zanskar. C'est absolument magnifique. Et qu'à voir. Bon, il y a peut-être un petit peu la poussière qu'ils ont oublié de faire, mais ici c'est la chambre d'hôte et ça va être que du bonheur. Nous rejoignons-les au terme de 3 semaines de traversée. Mon frère repart. Je n'aime pas les au revoir. Je reprends la route. La deuxième plus haute route du monde, qui passe par 3 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Le premier, le Tanglangla, culmine à 5360 mètres. Ça y est, je suis en plein dedans. Le simple fait de monter sur le vélo constitue un effort. Et puis je crois que pire que tout, en fait j'ai peur. Je suis un peu comme Blaise Sandrard en fait. J'arrive pas à croire qu'il y ait un seul homme qui ait jamais eu peur en allant au front. Et mon front à moi aujourd'hui c'est le Tanglangla.
Ça s'annonce carrément pas évident. En véhicule motorisé, il faut compter 3 heures pour l'ascension. Ok, il me bat sur le nombre de kilos embarqués, mais au moins moi je m'enlise pas, quoi. Des convois de camions Tata me narguent de leur danse pendant que j'essaye de m'extirper de la pente. J'emporte suffisamment de vivres pour pouvoir tenir une dizaine de jours, et suffisamment de lecture pour les prochains mois. Les livres sont ma croix. J'effectue les 60 km d'ascension, parfois sur le vélo, le plus souvent à côté, poussant pendant des heures mon chargement, jusqu'à me démonter le dos. Ça y est, je suis au Tanglang là, j'ai presque envie de chialer tellement j'en peux plus. Il m'aura fallu quasiment 7 heures pour arriver en haut. Là, c'est les nerfs qui se relâchent. Donc maintenant c'est la descente. Essayer de trouver un coin pour dormir parce que j'en peux plus. Là du coup on est quand même pas très loin du désert des Tartares de Dino-Buzzati. C'est là où j'ai trouvé campement pour la nuit après une descente de montagne d'une vingtaine de kilomètres par la nuit. Aujourd'hui je me dirige vers Pang. Pang. Une nuit d'arrêt. Salopard. La route Leh-Manali est aussi l'une des plus dangereuses du monde. Le gasoil des camions, la poussière des pistes, les fumerolles de bitume sont mes 3 compagnes durant cette traversée de l'Himalaya. Je pensais toucher le paradis du bout des doigts, mais c'est l'enfer qui me sourit. Et toujours les mêmes pentes qui me narguent. Alors, en fait, c'était juste pour vous dire que je suis à Lachunglungla. Lachunglungla, donc un col qui s'affiche à 5000 mètres. Bah après, là, c'est la descente. La descente juste pour quelques kilomètres. Et il y aura sûrement une montée après, puis une descente, puis une montée, puis une descente. Puis une montée. Puis une descente. Là. Bon, bah en fait j'y suis, il est midi. Maintenant c'est de la descente. Puis une montée. Puis une descente. Je l'ai. Il me reste encore 8 km à franchir pour arriver au col. Et mais c'est du sérieux quoi. Ça grimpouille bien. Enfin ça grimpouille bien, je veux dire la pente est comme ça. Moi je vais pas très très vite. Mais ça ira plus vite dans 8 km puisqu'après c'est une descente de 50 km tout droit sur Manali. Donc bah voilà. Vive les 1 an. Donc bah aujourd'hui 1 an et 3900 mètres. Au-delà du dernier col, c'est une autre Inde qui m'attend, fertile et multiple. Après avoir traversé l'Himalaya, je plonge sans transition sous le regard des charognards, dans la vallée du Gange. La Ganga, comme on l'appelle, serait descendue du ciel pour nourrir les plaines et calmer le cœur des hommes. Dans cette partie du pays, on dit qu'un dieu se cache derrière chaque arbre, un indien derrière chaque feuille. Je quitte le domaine de Bouddha pour celui de Shiva, de Ganesh et des 330 millions de dieux que compterait l'hindouisme. Donc là je suis à Mandi, donc une nuit d'arrêt. Donc regardez-moi ça. L'ancien palais du Raj Mahal. C'est pas fini et l'aventure continue.
Bah ça y est, je crois que j'ai complètement le style. Une petite offrande. Voilà, ça faisait longtemps, je suis à Dehradun, c'est l'Inde du bordel. Donc bienvenue quoi. Ça s'explique pas, c'est 425 000 habitants et c'est le chaos. Non, l'Inde ne s'explique pas, elle se vit. Au total, c'est 1,2 milliard d'habitants, mais une Inde pour chacun. J'ai du mal à y trouver ma place. Impossible de m'échapper. Un mois à longer le Gange jusqu'à Varanasi, l'une des 7 villes sacrées de l'hindouisme. Varanasi où l'on espère atteindre le nirvana et stopper le cycle des réincarnations. Le Gange et les hommes y sont à l'unisson, du premier jour jusqu'à la mort. À Varanasi, entre les bonheurs des grandes rues et les petits malheurs des ruelles, ou inversement d'ailleurs, il y a des endroits un peu plus calmes comme cela. Donc ici, on n'est pas loin d'un... La fumée derrière, on n'est pas loin d'un gâte de crémation. Donc la plupart des hindous choisissent Varanasi pour y mourir. La mort ici est pas tabou. Et l'homme qui est derrière moi a jeté de l'eau sur le bord de la rive, il n'est pas en train de laver en fait. Il est en train de récupérer les dents en or ou les choses comme ça qui pourraient ne pas avoir brûlé. Et ça donne une ambiance assez particulière à cette Inde-là que je ne connaissais pas. Je salue l'Inde qui m'échappe. Les dieux restent, les hommes vont. Le Népal arrive comme une délivrance. On y court toujours, mais on y respire mieux. On y porte toujours le fardeau de la vie, mais en sourire. Je slalome entre les barrages routiers et les grèves générales organisées par les rebelles maoïstes. Et je trouve enfin refuge dans le parc national de Sheh, au pied des Annapurna. Je vous présente le petit dernier de la bande. Je connais pas son nom. Allez, dis bonjour. Donc ça c'est mon nouvel ami. Demain c'est non pas du vélo, non pas du vélo, mais un petit tour en éléphant. Alors, si j'arrive à vous expliquer. On est au Népal, au milieu de l'ethnie Tharu. Ceci dit, Totoy arrive de nouveau. Et mon sac, il va jouer avec, il va me le dépouiller. Allez, sois gentil. Ah, il est impressionné, c'est jamais vu dans une glace. Donc c'est un petit peu déroutant. Allez, on se calme, Totoy. Voilà. Donc demain, je vais voir les rhinos à dos d'éléphant. Ça changera du vélo. Par contre, c'est pas sûr que la selle fasse pas mal aux fesses. L'Asie est enfin à portée de pédale. Christophe va longer la côte vietnamienne, puis le Mékong. Mauvaise surprise. Au milieu des mines, la traversée du Cambodge va s'avérer un enfer vert. Mais les sourires ne sont jamais bien loin. Et en Chine, l'aventure sera toujours au rendez-vous. Christophe a parcouru la Turquie avant de se retrouver dans l'Himalaya indien. Son frère l'a rejoint pour traverser le Zanskar à pied. Puis, il a repris son vélo pour passer par la deuxième plus haute route du monde, direction la vallée du Gange, où il découvre que la mort est une notion toute relative. Fuyant le danger, il fonce vers le Népal, où il trouve enfin son paradis. Alors Vietnam, nous sommes à Hue. Leçon de choses numéro 1 par question numéro 1. Où sont les voitures? J'atterris en Asie du Sud-Est avec un petit vélo dans la tête, chargé avec prétention et qui avance avec obstination. Ici, on ne tire pas, on ne porte pas, on pousse. Je cherche quant à moi à pousser jusqu'à la mer de Chine, qui est le point de départ et sera la ligne d'arrivée de ma boucle asiatique. Je me mets en quête d'une plage avant de me consacrer au voyage. Ou alors il y en a qui disent que ça doit être les vacances, un tour du monde en vélo et tout. Moi je suis pas d'accord.
Chuanan Beach. 15 km de huée. C'est pas toujours facile. Je repars avec l'image de cette Vietnamienne en vacances, qui repousse sa bouée des bras. Pour me punir de mon jugement trop rapide, les dieux se mettent à peindre les cieux en gris, jusqu'à les confondre avec la mer. Et au-delà de l'horizon de mes certitudes, je découvre en effet une nation grouillante et travailleuse. Un proverbe vietnamien dit que si les hommes lisent des livres et déclament des poèmes, les femmes doivent savoir broder et coudre. Elles en font bien plus. Au Moyen-Orient, en Inde même, les femmes étaient absentes du paysage de la rue. Au Vietnam, elles sont omniprésentes et osent tout. Jusqu'à se moquer de ma détermination à poursuivre mon voyage malgré la mousson. J'ai dû faire un détour de 50 km par Da Nang, donc d'où je venais, pour éviter les routes inondées de plus de 2-3 mètres de haut. En quittant Hoi An, j'étais content parce que je quittais les régions touristiques. Mais là, c'est vraiment pas touristique du tout en fait. Et des gens qui sont hyper surpris de te voir, qui ont peut-être vu un blanc la dernière fois il y a 3 ou 4 ans, peut-être même plus. Donc je laisse pas l'indifférence, ce que j'aime pas spécialement. Donc je voulais aller à Kontum mais le pont est tombé. Ils sont en train de le reconstruire derrière. Donc kilomètres effectués pour l'instant 85. Et puis en fait je retourne à Da Nang. Donc ce soir, c'est-à-dire dans 2-3 heures, j'aurais fait à peu près 140 km. Ouais, 140 km. Alors qu'en fait j'aurais évolué d'une vingtaine. Je voulais explorer les terres isolées de l'Ouest, mais je suis condamné à faire machine arrière. Je déteste par-dessus tout emprunter 2 fois le même chemin. Mais je dois retrouver la dangereuse route numéro 1 qui longe la côte. Retour au point de départ donc. Bienvenue à Da Nang. Da Nang, 4e plus grande ville du pays. Enfin c'est la déprime, ouais, parce que aujourd'hui il n'a pas fait trop mauvais. Demain ça devrait encore aller, mais ils annoncent, ils ont prévu un typhon en fait. Un petit typhon tranquille, un petit typhon vietnamien. Hein. Donc je sais pas du tout si je vais pouvoir réussir à progresser, parce que là je recule. Et tout cela me fatigue. Typhon, substantif masculin. Cyclone de la mer de Chine qui provoque de grandes dévastations. Tout le monde semble fuir, et moi avec. Coincé entre l'océan et l'ouest inaccessible, il me reste la plage, jamais très loin pourtant de la route numéro 1. 15 000 km. Nous voici donc à peu près à la moitié du voyage. Et je suis pas loin de filets, de pêcheurs. Symbolise un petit peu un Christ qui tend des filets pour retrouver le bonheur. Et comme à chaque moment qu'il y a quelque chose à fêter, eh bien je n'ai plus d'eau. Oh, tais-toi! La route et son trafic incessant ne me laissent que de rares moments de répit. Je préfère encore longer le pays par ses plages. Les roues de mon vélo, qui flirtent avec le ressac de l'océan, découvrent le sel de la vie propre au Vietnam. Je finis par échapper à la mousson, au typhon, et je finis même par rejoindre Ho Chi Minh City, l'ancienne Saïgon. J'y rencontre Manu, un Français parti depuis 1 an, lui aussi à vélo. Nous accordons nos roues et nous nous promettons de poursuivre ensemble vers l'ouest. Au marché flottant de Kanto, nous rencontrons Bao, chauffeur de bateau-bus sur le Mekong, chez qui nous passons une soirée arrosée. Il se propose de nous conduire au Cambodge. Nous voici donc partis à Phnom Penh. Oui.
notre ami le chauffeur. Il sent encore un petit peu l'alcool de riz, mais oui, mais ça devrait le faire. Je suis confiant. Le Mékong se moque des frontières. Il draine avec lui la culture des gens du fleuve. Ils sont 70 millions à vivre dans son bassin versant. Le Cambodge ne nous apparaît guère différent du Vietnam, mais nous apparaissons immédiatement très différents aux yeux des Cambodgiens. Donc ici ils sont pas trop timides, ils aiment bien les objectifs. Donc je vous propose de dire ah, il y a une migration là d'un coup. Délire. Regarde. C'est le Mékong déjà? Ouais. On traverse le Mékong pour se retrouver sur l'autre rive. J'espère qu'on va dans le bon sens. On souhaite aller à Kampong Cham mais on n'est pas certain de s'être bien fait comprendre. Ouais, enfin, pour l'instant on va dans le mauvais sens. Voilà, il recule. Marche arrière sur un bateau, c'est toujours impressionnant. Nous choisissons de découvrir le Cambodge par une piste qui ne semble exister que sur notre carte et qui nous oblige, pendant plusieurs jours, à passer d'une rive à l'autre du Mékong. Nous trouvons l'énergie à notre folie grâce à l'envie de rejoindre Prekan Kampong Suey, un temple oublié de tous au cœur de la jungle. Tu m'étonnes qu'on leur fait peur aux gosses au bord de la route. Voilà, c'est Pâques. Ouais, ça le fait. C'est pas toujours évident de rouler là-dessus. Aïe. Mais ceci dit, on s'y fait. Bon Manu, à vous, on est perdu. Loi, ça doit vouloir dire péage ou 5 ou quelque chose comme ça. Parce qu'on ne veut pas nous laisser passer par le petit pont sans payer, sinon il faut passer dans l'eau. Ça c'est la petite blague. Nous ne paierons pas, nous ne passerons pas dans l'eau. Et nous ne serons pas capables, non plus, de vraiment savoir où nous sommes. Finalement, même nulle part, il n'y a jamais vraiment personne. On est sur une piste qui nous mène plein nord à Prekan, tiré de temple. Et on mode notre chemin. On doit être à peu près à 40 km d'une petite ville principale. Personne ne sait où c'est. En Asie, la connaissance de la géographie est toute relative, parce que stratégique. Au Vietnam déjà, les seules cartes du pays que j'avais trouvées étaient celles grossières et erronées des manuels scolaires. Le temple que nous atteignons est pourtant le cœur de la plus grande cité monastère khmer du monde. Ce sera notre refuge pour la nuit. Nous voici à Prakan et après 35 km de pistes et de sentiers, on n'est pas certain qu'il y ait grand monde qui soit déjà venu ici. En tout cas des cyclistes, probablement pas. Morale un petit peu bas, d'autant que l'accueil dans le seul village que nous venons de traverser pour acheter un petit peu à manger et à boire, eh bien, n'a pas été super agréable. C'est le moins que l'on puisse dire. Petit matin sur Prekan, les yeux rieurs de nos premiers jours au Cambodge laissent place à des regards soutenus. Et la piste qui nous attend ne nous épargne pas non plus. Ça commence à devenir l'horreur, l'enfer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pédaler pendant quelques minutes, en sachant qu'en fait ça peut être quelques heures. Opération numéro 1, réussir à monter sur ce vélo.
Au Cambodge, 6 millions de mines antipersonnelles, cachées sous des souches, des pierres, sont encore prêtes à exploser. Nous progressons dans l'une des forêts les plus infestées du pays. Interdiction de nous éloigner d'un pas sous peine de mourir. Contraints à tout faire sur le sentier qui nous retient à la vie. Uriner, manger, dormir. On hésite entre deux chemins. C'est très limite. Très limite. Je sais même pas si on va pas faire demi-tour, se retaper les 2 jours qu'on vient de faire. Parce que je rappelle quand même que le Cambodge c'est bourré de mines. Information qui peut avoir son importance, surtout dans cette région. Et là, globalement, on sait pas du tout où on va, quoi. On sait où on veut aller, mais on sait pas du tout où on va. Enfin, il fait beau temps, c'est la bonne info du jour. Nous prendrons à droite et suivrons un même cap pendant 3 jours, 330 degrés nord-ouest. Au bout, une piste et un moine qui nous conduiront au site d'Angkor. Nous nous sentirons comme ces temples, nos visages souriants et apaisés, mais l'âme pour toujours liée à la forêt. Manu s'en va pour d'autres aventures. Le soleil se couche. Mes envies de rejoindre la Thaïlande sauvage, à la frontière avec la Birmanie, planent seules au-dessus de la brume. Je suis en Thaïlande, peu avant Ma Seriang. Ma Seriang qui finalement est encore à 95 km. Bon, et puis je vais pas traîner parce que c'est quand même le pays, enfin particulièrement cette région-là, de la malaria, la fièvre afteuse, la fièvre à dengue et tout le reste. C'est plus ou moins habité quand même toute cette région par des civilisations un petit peu étranges, ou en tout cas qui ne portent pas un grand intérêt aux voyageurs à vélo comme moi, sauf pour sauf pour ça. Ça les intrigue beaucoup. C'est les vitesses sur un vélo. Thaïlande a plusieurs vitesses pourtant. Thaïlande a plusieurs niveaux de lecture aussi. Si les buffles vont à la rivière comme autrefois, les villages des minorités ethniques se transforment en zoos pour touristes. Je poursuis vers le nord, et ce que le pays a de plus précieux. Il est 8 h du matin, je suis entre Mae Lana et Tam Lot, et ici c'est le paradis. Mais pour y accéder, le petit problème, c'est que ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Voilà 16 mois que je suis parti. Avec le temps, j'apprends à savourer l'essentiel. Une piste me relie à quelques arbres tropicaux, des fleurs de lotus, et bientôt à l'espoir d'arriver dans un nouveau pays, d'être au contact d'une nouvelle culture. Ça y est, donc me voilà arrivé au Laos. Je suis à Vientiane, donc la capitale. Et je me dirige en direction de Luang Prabang. Ensuite, nous allons poursuivre par cette route qui est ici et qui permet de rejoindre la frontière avec la Chine. Ce matin, j'avais eu la bonne idée d'aller chez le coiffeur. J'ai demandé cours et j'oubliais que c'était justement le pays des moines aussi, le Laos. Et que pour le coup, j'ai plus grand chose sur le caillou. Au Laos,
Les roches sortent de terre comme les femmes de l'eau, avec grâce. Du côté de Luang Prabang, je retrouve la sensualité des montagnes, la tendresse de la route. Sabaïdi. 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 Heureusement qu'il n'y a que 5-6 millions de personnes parce que ça ferait beaucoup de bonjour à dire, mais c'est tellement agréable que ça fait du bien. Je passe presque un mois au Laos. Je reprends plaisir à m'éloigner des pistes pour me laisser guider par le roseau et faire étape dans les temples. Faire un temps de dénuement par la voie de la forêt. Voilà, donc si tout va bien, dans quelques minutes, enfin quelques heures peut-être, je suis en Chine. Je suis justement entre les deux, entre la frontière et... enfin entre le Laos d'un côté et la Chine de l'autre. Toujours ces endroits de no man's land. Donc pour l'instant je suis sorti du Laos, mais je suis pas encore en Chine. Ça c'est génial. Et je crois que ça promet. Ça y est, donc j'y suis, c'est la Chine. Hein. Il y a d'un seul coup beaucoup plus de gens autour de moi, notamment des gens en vert. Sur Terre, une personne sur 6 est un Chinois. La Chine m'apparaît immédiatement comme un tas de pastèques, vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Ses uniformes et son communisme, ses forêts et ses pistes de latérite. Je prends une nouvelle fois parti pour les régions isolées, par ces petites pistes, en quête de la vraie Chine. J'ai l'habitude de noter les étapes, et là c'est des points d'interrogation qui se suivent parce que je sais pas du tout où on est. Je sais que je vais en direction de Yingyang, donc ça c'est certain. Il est aussi précisé sur ma jolie carte que la route est partially asphalted, c'est-à-dire partiellement asphaltée. Donc ça en fait, ça pour eux c'est partiellement asphalté. Dans le langage courant parlé chinois, ça c'est ce qu'on appelle une route provinciale. Avec des éboulements de terrain par endroits. Celui-là est fameux, celui-là est chouette. C'est Barjo la Chine. Depuis toujours, les Chinois s'emploient à façonner le paysage pour le rendre plus fécond. Chaque pan de montagne est transformé en terrasse cultivée. Je me plais en Chine, plus qu'ailleurs. J'y passe presque 3 mois, à regarder pousser le riz et l'écouter chanter. Je crois que là on n'est pas loin d'approcher la pire piole que j'ai jamais fait. Ça se passe en Chine, peu avant Yingyang, un truc comme ça. Et en fait je sais pas exactement à combien de kilomètres j'en suis, puisque on me dit 20, on me dit 2, on me dit 30. La carte me dit 17, mais la carte est fausse manifestement. Et donc voici la chambre pour ce soir. Bon, en bas remarque, c'est pas si pire en fait. Avec vue imprenable, hein. Vue imprenable sur la rue, ça va de soi. Mais quand la vue pourrait être magnifique, c'est la brume qui l'ôte à mon regard. J'ai froid, il fait pas beau temps, il va bientôt pleuvoir sûrement, ça monte, c'est prévu d'être hyper difficile. Et voilà, j'ai cassé ça, c'est normalement
Normalement c'est là. Ça sert à changer les vitesses. Donc bah c'est mort quoi. Je vous rappelle qu'on est en Chine et c'est pas vraiment le meilleur endroit pour que ça arrive. Donc bah c'est l'aventure. Je voulais être mardi à 200 km d'ici parce qu'il y a un marché assez sympa et puis bah, je crois que ça va pas le faire là. Assure. On est reparti pour une réparation qui va tenir les 500 km. Voilà. Bon, en espérant que ça le fasse. Hein? D'habitude c'est Made in China. Bon bah là c'est vraiment Made in China. Et la panique continue puisque je cherche mon chemin pour aller à Qiupei. Et voilà le panneau que j'ai en face de moi. Donc en fait c'est un rond-point, hein. J'ai le choix tout droit, à gauche ou à droite. Mais je sais pas lire naturellement. C'est super, allez. Je prendrai à gauche, ce qui naturellement sera la mauvaise direction. Je parviendrai à Qiupei par hasard, mais en route, ce sont d'autres moissons qui m'attendent. Donc voilà, ici pas de batteuse, mais c'est pas un problème puisque ils ont solution à tout. Voilà, ça se passe bien. Donc ça c'est la batteuse locale. La batteuse locale chinoise. Dire c'est les céréales sur la route et tu te débrouilles. Nous voici à Onshun. Onshun un peu plus vite que prévu puisque dans la campagne chinoise j'avais je sais pas une trentaine d'abeilles autour de moi. Ça a duré quelques kilomètres et puis je me suis dit que ça allait passer et finalement c'est devenu vite un enfer. La ruche mobile je m'appelle, la ruche mobile. Et donc ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait piquer à la tempe. Et je suis à moitié allergique donc je sais que dans 3 heures c'est fort probable que j'ai une tête qui est doublée de volume. Donc si besoin est, autant être là quoi. Voilà, là on y est, je ressemble un peu plus à Elephant Man. Donc ça c'est ce qui arrive normalement après une piqûre d'abeille. Voilà. Sur la place de la ville, je ne sais quelle mouche a quant à elle piqué les Chinois, qui dansent sous le regard impuissant de Mao Tse-tung. Peut-être bien qu'il s'agit d'une bête verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur, pleine d'une envie d'aller de l'avant. Voilà, leur petite pause à Guiyang, c'est toujours pareil mais jamais les mêmes. Là c'est le boucher et l'épicier qui sont derrière moi. Donc ah bah il y en a d'autres là d'un coup. Et donc voilà, ça se passe toujours un petit peu de la même manière. Bah, on est en Chine quoi, il y a beaucoup de monde et j'intrigue énormément. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça intrigue énormément. Direction la Nouvelle-Zélande, île de contraste au bout du monde. Le froid et la neige seront le quotidien du voyage de Christophe. Puis, après une traversée de l'océan Pacifique, il retrouvera les montagnes et les déserts de sel de la cordillère des Andes avant d'atteindre le Pérou et son Machu Picchu. C'est sous la mousson du Vietnam que Christophe a fêté la mi-parcours de son tour du monde à vélo. 15 000 km au compteur pour un peu plus de 1 an de voyage. Dans le dernier épisode, il découvrait l'enfer vert cambodgien. Mais l'Asie est terre de sourire. Ils ont guidé sa route par la Thaïlande, le Laos et la Chine jusqu'à Hong Kong. Nous le retrouvons en plein hiver austral, aux antipodes de la France.
Me voici maintenant en Nouvelle-Zélande et c'est tout bonnement magnifique. Bon, le temps s'y prête pour l'instant. Le soleil est bas, ça donne des couleurs absolument incroyables. On est à la fin de l'automne, début de l'hiver, donc il fait un petit peu froid. Mais l'idée c'est en fait au départ de Queenstown, donc j'y étais ce matin, un petit peu la capitale mondiale de l'aventure. Départ de Queenstown, rejoindre Auckland. Bon, sachant que j'ai un vol pour Santiago aux alentours du 11 juin, donc il va falloir faire au mieux. Voilà, c'est magnifique. C'est en Nouvelle-Zélande, où l'on compte 32 millions de moutons pour 4 millions d'habitants, que je décide de conjuguer mes tours de roue au rythme de la nature. Je veux sentir couler les torrents du pays dans mes veines. Je veux entendre l'appel de la forêt résonner dans tout mon être. Je me lance alors un défi, traverser l'île du Sud uniquement par ses sentiers, sans croiser âme qui vive. Donc en fait, pour éviter de traverser 7 à 8 fois la rivière, j'ai rencontré un paysan qui m'a dit que je pouvais passer par ce petit chemin. Je peux, faut vite le dire quoi. Je sais même pas comment c'est de l'autre côté encore. Ah ouais. Keep going on. C'est pas quand même complètement fait pour le vélo, hein. C'est assez pentu. Et je viens de perdre une sacoche. Elle est tombée là et par chance. Par chance elle est là. Et sans cette branche, c'est pas compliqué, hein. Je crois qu'elle serait là, quoi. Je compte sur les branches pour empêcher mes sacoches de tomber à l'eau, sur les sentiers pour qu'ils me retiennent à la montagne. Je me décharge des habitudes et de la méthode pour m'en remettre au hasard et au destin. Mais les paysages sculptés par le froid, atteints au prix de l'effort, se fichent à jamais sur les contreforts de ma mémoire. La Nouvelle-Zélande me met à l'épreuve pour que je me souvienne d'elle. Il y a une légère rosée qui s'est déposée sur la tente et c'est de la glace maintenant. Donc il fait vraiment très très froid. Voilà, ça c'est ce que je mange ce soir. Allez, je vous laisse pendant que c'est encore chaud. Voilà, tout est gelé ce matin. C'est pas de la blague. Moins 20 degrés cette nuit-là, ma gourde explosée par le froid. Après 21 mois de voyage, le pays aux longs nuages blancs, comme l'appellent les Maoris, symbolise la moitié de mon parcours. Et moi, fils des plaines, j'aspire à rejoindre une terre gelée, aux antipodes de mes origines, le Godley. Un glacier que je veux interroger, comme s'il s'agissait d'un oracle. Je veux me confronter à ses eaux, ces glaces, afin qu'il m'éclaire sur le sens à donner au reste de mon voyage. Et ce matin, j'ai beaucoup de chance parce que je laisse le mauvais temps derrière moi. En fait, les nuages sont bloqués par la montagne, là. Et je file vers Godley Glacier, donc le glacier de Godley, qui est à peu près à maintenant une journée supplémentaire d'ici, donc je devrais y être demain, si tout va bien. Et ça ne grimpe pas trop pour l'instant, mais ça va le devenir, en espérant que le vent qui vient de derrière ne me ramène pas tous les nuages. Parce que ça serait moyennement cool quand même. J'essaie d'aller plus vite que les nuages, mais je les sens dans mon dos. Et pour chaque passage à gué, il me faut effectuer 5 traversées. Une pour le vélo, revenir chercher les sacoches, puis revenir encore pour les sacs. Tout raccrocher, repartir.
Perdre souvent la trace du chemin qui se fond dans le lit des rivières, mais garder l'espoir d'atteindre enfin mon but. Hier c'était bien, tout le monde était content, il faisait beau. Je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit pour vérifier que le ciel était toujours aussi clair et bien étoilé. Et ce matin on frise, la catastrophe. Il pleut, il grêle, il neige, enfin... c'est la totale. J'ai fait l'erreur de tenter une sortie. Donc j'ai plié les bagages en me disant que en fait la prochaine hutte est à 5 km, donc en me disant que je pourrais y arriver. En regardant bien la carte, j'ai encore un certain nombre de rivières à franchir. J'en ai fait... j'ai dû en faire les 3 quarts, mais le quart restant c'est les plus larges. Et en fait, 10 minutes après, je me suis vite rendu compte que ça se transforme en tempête de neige. Ça a hésité entre pluie, grêle ou neige à petite dose. Et puis maintenant, c'est neige à bonne dose. J'aurais passé 2 nuits prisonnier de mon abri, forcé d'écouter la neige tomber sur la maigre toile de la tente. 2 nuits à sécher mon duvet au réchaud, à découdre la griffe de mon bonnet pour tenter d'occuper mon esprit. Au matin, la roue libre gelée du vélo ne me permet plus d'avancer et m'oblige à pousser mon fardeau dans la neige. Lorsque j'arrive enfin au Godelet glacier, je l'interroge d'un « C'est ça le bonheur ?» Il reste mystérieux et je me remets à sourire. Alors j'ai enfin trouvé la hutte, le refuge que je cherchais depuis ce matin. Le voici où je vais enfin dormir sous un toit. Ça se passe ici. Bienvenue, ce soir c'est moi le propriétaire. Et on avait rarement rêvé mieux. Matériel de cuisine. Du bois pas tout à fait sec et sans cheminée, mais bon. Ah, il y a un truc drôle aussi. C'est cet écriteau qui précise que on est localisé sur une avalanche. Et qu'en temps de tempête de neige, il vaut mieux éviter de rester à l'intérieur. Ça, c'est très drôle. Il n'y a personne qui viendrait s'aventurer ici de ce temps-là. Godelet glacier est une impasse au fond d'une vallée encaissée. Il m'aura fallu 3 jours de plus que prévu pour l'atteindre. Je reviens sur mes pas, à vélo, et le ventre vide. Je retrouve les moutons, mais je décide pourtant de rester à l'écart des hommes. Je porte mon dévolu sur un chemin de randonnée réputé difficile, le Wharfdale. 10 jours seul à progresser en plein nulle part. J'ai fait 90 km. Je suis complètement mort de fatigue. J'arrive plus à avancer en fait. Je suis à 6 km à peu près de la hutte. Donc je n'atteindrai pas ce soir. Parce que je pense qu'il me faut encore 2 bonnes heures. Le chemin est très peu fréquenté en fait. Donc j'ai parfois de l'herbe jusqu'à 2 mètres au-dessus de moi. Et il y a des torrents à passer. Alors, le chemin est plat et d'un seul coup s'effondre au moment du torrent et c'est trop pentu pour que je puisse passer avec mon vélo équipé, donc je suis obligé d'enlever les sacs 2 par 2 et transporter de l'autre côté, ensuite le vélo, enfin c'est du n'importe quoi. On frise l'inconscience mais on a déjà dépassé depuis longtemps le ridicule. Hein ? Et donc là, je vais camper au milieu du chemin. Parce que je suis complètement claqué et c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Là, ça c'est ce que je fais plusieurs fois par jour. Là. Plusieurs fois par jour, si bien que c'est comme les parenthèses dans les formules de mathématiques. Je sais plus si je suis toujours dedans ou pas. Il y a toujours une parenthèse que tu trouves fermée ou ouverte à un moment où tu t'y attendais pas. Pour l'instant, je continue. Ce soir, je devrais finalement sortir de cette vallée. Si tout va bien, le temps est pas terrible, mais il ne pleut pas. Donc on y va. La nature qui officie sous mes yeux est déséquilibrée par un petit rongeur sans prédateur introduit par l'homme, l'opossum. Pour empêcher sa prolifération, les propriétaires terriens se voient obligés de flanquer la nature derrière des barrières. Et moi avec, enfermé dehors. Je me sens chassé par les hommes. À force d'être rebuté par des terres sous barbelés, je rejoins un autre désert, l'océan. Où sont donc passées mes envies de rencontre? Faut-il que le voyage transforme à ce point pour qu'il m'éloigne de mes semblables? Et je me surprends presque à trouver davantage de sagesse dans le regard d'un phoque plutôt que dans celui d'un homme. Me voilà sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, 90 km aujourd'hui, et bien encore une fois, l'obligation de se planquer pour camper. Ici, ce soir, c'est là. On a rarement vu plus plein, n'est-ce pas? Et la mer, soir de pleine lune, ou presque. Je me dirige vers Picton, parce qu'il faut absolument que je trouve une solution pour ça. C'est la chaîne qui souffre et qui me prend la tête au possible, puisqu'elle saute au moindre effort. Et il faut en donner, parce que c'est pas complètement plan là, la Nouvelle-Zélande. Mais du bonheur tout de même, ça vaut le coup. L'océan balaie d'un coup la Nouvelle-Zélande. Je m'envole pour l'Amérique du Sud. Santiago au Chili avant de rejoindre les Andes. Je veux traverser le continent sud-américain par les montagnes. La route qui sépare Santiago de Mendoza en Argentine est la voie privilégiée des camions, qui comme d'habitude me narguent de leur fumée. Voilà la Concagua, 6959 mètres, plus haut sommet des Andes. Et voilà une jante de pété. Un petit peu moins drôle quand ça se passe à 3000 mètres et à bien une grande distance de n'importe quel magasin de vélo qui de toute façon ne saura pas me réparer. S'il faut que je retourne à Santiago, ça risque d'être comique. Et pour l'instant, c'est les camions toujours. Allez, number one le rouge, suivi de Kazakh blanche. Mais le seul tiercé qui vaille est celui de l'abnégation, de la ténacité et du silence. Je m'échappe de la route, prolonge naturellement par les pistes et les vallées les plus isolées du pays. Celles d'Iglesia, d'Uspellata et de Calingasta, au cœur de la cordillère des Andes. C'est là que je passe mes plus belles nuits au bout du guidon. Ne jamais sous-estimer l'utilité du rayon de rechange dans la préparation du steak argentin. Leçon numéro 79, du voyageur solitaire à vélo. Il est 8h du matin, il fait bien froid, je viens de me réveiller. Et il a bien gelé encore cette nuit. La tente est givrée. Petite vision à 360 degrés d'où j'ai passé la nuit. Donc je viens de par là. Ça c'est de la cordillère.
Voilà, donc j'ai dormi ici, ici c'est-à-dire un petit peu au milieu de nulle part, un petit peu beaucoup au milieu de nulle part en fait. Petit pétage de chêne au milieu de nulle part, ça fait toujours plaisir. Chaque soir, un vent violent se lève avec la lune. Cette fois-là, celui qui souffle sur le salar de Baréal balaye tout sur son chemin. À plus de 100 km/h, il déchire la tente qui s'effondre sur moi. Je passe quelques nuits dans des tranchées, avant de trouver le moyen de réparer mon abri. Les vivres s'amenuisent, mais l'espoir revient avec les hommes qui passent. Kilomètre 679 en direction de Belén, en Argentine. Moi qui manque d'eau, voilà des litres et des litres au nom de la religion, puisque c'est un défunt qu'il y a là-bas. En fait, ça arrive parfois, bien possible que ce soit au nom d'un enfant disparu ou décédé, qui depuis a réalisé quelques miracles. Ça arrive assez souvent de voir ça au bord des routes. Souvent comme ici, absolument au milieu de nulle part. Obsédant nulle part, je n'oserais pourtant pas me ravitailler en eau. Les ex-voto et les pèlerins de la route racontent le désespoir de la défunte Correa, qui prenant son bébé dans les bras, décide de suivre les traces de la colonne militaire dans laquelle son mari a été embrigadé de force. Elle se perd dans le désert de San Juan. Elle est retrouvée morte, quelques jours plus tard, par des bergers qui passent par là. L'enfant, lui, a survécu en tétant sa mère. Je poursuis en pensant à eux. 10 jours de solitude par la région de Catamarca, l'une des plus isolées du monde. C'est le moment d'essayer la plante miracle. Je suis à plus de 4000 mètres. Il a neigé cette nuit et un petit peu ce matin. Alors ça, j'ai jamais essayé. On dirait que ça a été mangé par les chenilles. C'est de la coca. Il faut se la glisser sur le côté. Ça vaut 75 centimes d'euros l'once. Combien faut en mettre? Il faut aller chez le dentiste. Je ne trouve aucun effet à la coca. La boulette m'empêche plutôt de respirer correctement. Ma came à moi, c'est la route. Source de délire permanent et de promesses toujours renouvelées. Je me dirige en direction de la Bolivie et ça s'avère, comme d'habitude, très dur. Vent de face, chemin de traverse, c'est un refrain qui sonne dans ma tête depuis le début de Tour du Monde. Ça n'en finit pas et c'est toujours comme ça. Voilà. Je viens d'en bas. Et ça se passe encore très très loin par là. Pour environ 500 km, ce sera de la piste. Probablement comme ça jusqu'à Potosí. Si je décide pas de partir sur La Paz avant. J'imite les flamants roses qui avancent à tâtons sur une terre volcanique prête à trembler. Et je vibre avec les volcans et les geysers du sud Lipèze. Voilà, donc ça n'arrive pas tous les jours. Nous sommes à 4400 mètres en Bolivie. Un endroit qu'on appelle Thermalis et pour cause, l'eau est à peu près à 38 ou 39 degrés. Plaisir absolu alors que la neige s'apprête à tomber. Le moral est là, et il vaut mieux. Parce que le vent, là aussi.
Voilà, j'y suis, moment très attendu de ce tour du monde, le Salar d'Uyuni. Un régal, en tout cas, à rouler en vélo, petit vent arrière. Direction l'île de Pescado. Ça doit être par là, peu de choses près. Et pour l'heure, c'est régal. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. C'est moi qui vous le dis. Le vrai bonheur est celui de pouvoir tailler sa propre route dans l'horizon. La vraie liberté, c'est de n'avoir pour seul repère qu'une île pleine de cactus. L'orage se met à gronder au loin sur le Salar. Le vent a se levé. Ce soir-là, rien n'est vraiment pareil. J'ai l'impression d'être le seul témoin d'un monde qui s'apprête à renaître. Le soleil prend toute sa dimension sur le Salar d'Uyuni. Un moment vraiment magique. Un moment magique. Nuit sur le Salar. Ça va être bonheur, hein, ça va vraiment être bonheur. Assez émouvant en fait de se retrouver tout seul là-dessus. Ça fait tout bizarre. Oui, autour de moi, c'est pas le vide, mais c'est le blanc, blanc et seul. Le ciel qui m'entoure et guide mes roues est celui de la vie. Je rejoins les villes de Puno, Potosi, La Paz, où je me réconcilie avec les hommes, me ressource dans l'effervescence des rues, retrouve la chaleur du monde. Puis j'arrive bientôt au Pérou, où je dois me construire de nouveaux repères. Vous connaissez la chanson? Des routes, des déserts, des montagnes et des sourires. C'est ici que j'ai passé l'année dernière, donc dans une cabane, bon, la tête dans la merde, hein, on peut le dire, puisque il y avait un petit tas qui servait à faire chauffer le feu du soir. Et aujourd'hui, eh bien, je me dirige en direction de Cusco. Je suis parti de Puno hier. La route s'annonce plutôt plane pour l'instant. Mais en fin de journée, comme d'habitude, des nuages et de la pluie. Et dès ce matin, quelques petits nuages. Bon, bien sur ce. Donc j'ai une belle tête de pingouin. Après l'Amérique du Sud, Christophe s'envole pour l'Afrique, où nous le retrouverons au Sénégal. Depuis Dakar, il aura encore quelques bords à tirer pour rejoindre la France. La Mauritanie, puis l'Atlas marocain feront partie des belles étapes de son voyage qu'il prendra le temps de savourer malgré son impatience de retrouver les siens. À 25 ans, Christophe décide de changer de vie. Il prend un an pour tout préparer, quitte un avenir bien tracé dans l'univers des startups pour l'inconnu d'un tour du monde à vélo qu'il baptise « Le bonheur au bout du guidon ». Une quête de l'invisible sur près de 30 000 km à travers 27 pays. Un voyage qu'il comptait achever en un an, mais voilà bientôt 25 mois qu'il est sur la route. Christophe a cherché ses marques en Europe, perdu ses repères en prison au Moyen-Orient, mais fait le choix en toutes circonstances des routes les plus difficiles. Il avance avec la naïveté de celui qui ne sait pas où il va, mais c'est ce qu'il cherche, vivre sa vie. En Asie, un continent aux 1000 visages l'attend. De l'Inde à la Chine, les paysages et les cultures s'enchaînent. Se perdre sur les sentiers du Cambodge n'a pas de prix quand on y croise les plus beaux sourires du monde. Arrivé en Nouvelle-Zélande, Christophe affronte la rudesse du climat et la solitude. Puis, il décide de traverser l'Amérique du Sud par la cordillère des Andes et ses no man's land. L'Afrique est sa dernière terre d'aventure. Aura-t-il au final trouvé le bonheur au bout du guidon ? Bienvenue à Sénégal, Dakar. Voilà, donc ça s'est passé en 4 nuits, où je n'ai dormi au total que 7 heures.
Donc Santiago, Madrid, Madrid, Casablanca, Casablanca, Dakar, avec une petite escale à Madrid, où j'ai pris l'autoroute pour aller chercher un billet d'avion moins cher. C'était la petite blagounette de l'escale. Et donc me voilà là, ici, je vous cache pas que je suis complètement détruit, dans un hôtel dont j'ai perdu le nom, qui doit bien s'appeler naturellement l'Auberge des Amis, quelque chose comme ça. Donc nous sommes en pays sénégalois, hein, puisque nos copains parlent français. Et ici, eh bien, vivent beaucoup d'amis. Donc c'est comme ça que j'ai fini, puisque je suis arrivé à 2 h du matin à l'aéroport de Dakar. C'est comme ça que j'ai fini à Yoff avec Omar, à dormir à 4 dans une chambre où je partageais un lit avec un charmant grand monsieur d'1,80 m tout noir. L'eau chaude n'oublie pas qu'elle a été froide, disent les Sénégalais. Les Blancs devraient se souvenir qu'un jour, ils ont été noirs. L'Afrique, source de toute l'humanité, continent abandonné. J'aime immédiatement Dakar. La capitale semble effacée du reste du monde et stoppée par le temps. Mais c'est la vie qui coule en couleurs, sonnante et trébuchante, sur chacune des rives de l'avenue principale. Il m'aura fallu 2 jours de sommeil plein pour me remettre de l'avion. Une petite journée pour vraiment quitter Dakar. Et lorsqu'au soir, j'atteins enfin la brousse, je comprends à quel point l'Afrique souffre de ses plaies. Invasion de criquets pèlerins, toute mandibule dehors, qui se moquent de la musique, qui se moquent des sourires et chient sur le continent. Donc ça c'est le dessus de ma tente, on voit ce qu'il y a sur le dessus de ma tente. Et en fait ce sont des excréments de criquets, oui, parce que donc c'est une véritable invasion dans le coin. D'ailleurs il y en a un qui vient de me faire dessus, c'est absolument agréable. Donc je sais pas vraiment si je vais réussir à dormir. C'est comme s'il tombait des gouttes de pluie, mais en fait c'est pas de la pluie. Et il fait très très chaud, ça c'est un fait aussi. Et c'est une vraie calamité ces criquets, c'est une catastrophe sans nom. Là on entend que ça tombe, je sais pas si vous entendez. Voilà, donc à l'ombre de mon baobab, j'ai eu un petit peu de mal à dormir et pour cause. Rien d'envisageable dehors, pas manger, rouler c'est difficile. Je sais pas trop quelle heure il est. Je vais pas tarder de me mettre en route en direction de Saint-Louis. Un proverbe sénégalais dit « Le criquet tient dans le creux de la main, mais on l'entend dans toute la prairie. » La racine qui soigne est impuissante. Les marabouts ne savent pas parler aux insectes. Les magies noires et blanches n'y peuvent plus rien. Un jour, comme ça, à force de pédaler, j'arrive à Saint-Louis. Quelques embarcations bigarrées, des sourires encore. Ville de la débrouille et de la survie. Pourtant, pour la première fois, je me sens submergé par la détresse des rues et de la route. Une rencontre, celle de Fatma, 14 ans, 48 frères et sœurs, abandonnés par sa mère, battu par son oncle, va finir de m'achever. Impuissant moi aussi. Il me reste à accompagner toute l'Afrique, qui ne se lasse pas de crier sa joie d'être en vie, pour ne plus s'entendre pleurer. Fièvre plus ou moins sèche avec mal de tête. J'ai commencé à prendre le traitement contre le palu. Voilà, je comptais être en fait demain en Mauritanie et ça se complique, tout se complique d'un seul coup.
en espérant que ça aille bientôt mieux. La fièvre a baissé donc et je suis reparti en direction de la frontière mauritanienne puisque maintenant, eh bien, la seule thérapie que j'ai trouvée, c'est en fait d'avancer. Plus je me rapproche de la maison et plus le bonheur est au bout du guidon, donc je suis content de continuer de rouler. La quinine, ça me... Oui, naturellement, je cumule les effets secondaires, donc la quinine, ça me donne des bourdonnements dans les oreilles. C'est pas super cool, je suis pas dans une forme optimale. En plus, il fait super chaud. Et donc, je m'arrête à peu près tous les 5 km en ce moment. Et là, j'ai trouvé une cabane de choix, on va dire, pas à l'abri du vent, ce qui est plutôt sympa. Et à l'abri du soleil. Voilà, là, je vais piquer un somme. Sieste de courte durée, réveillé par les criquets, réveillé par mes envies de rentrer vite aussi. Le fleuve Sénégal, dont on dit qu'il faut d'abord le traverser avant d'insulter le crocodile. Voilà, donc passage de frontière. Merci pour le caméraman. Passage de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Nouakchott et encore des envies de désert. Tout va très vite. Je délaisse ma caméra, filme de moins en moins. Je ne veux plus laisser le temps au temps. Mauritanie en direction de Chinguetti, caméra embarquée. À partir de maintenant, mon voyage n'est plus qu'une suite d'images. Les proches me manquent. Vient un temps où il faut savoir rentrer. Ne pas trop abuser de ceux qui ont eu la bonté de sourire au moment du départ et d'attendre que vous soyez loin pour se mettre à pleurer. Du monde entre Chaume et Nouadhibou en Mauritanie. C'est le moyen de transport que j'ai choisi pour rejoindre la côte et partir vers le Maroc. En fait, il n'y a pas trop de choix puisque c'est que du désert et complètement impraticable en vélo. Voilà, ça passe comme ça. Wagon de minerais. 16 milliards de tonnes transitent entre Zouairat et Nouadhibou chaque année. Plus de 32 milliards depuis que je suis parti. En comparaison, mes wagons de souvenirs, de mots, d'images que je traîne derrière moi sont bien peu de choses. C'est là, je crois, à cheval entre deux wagons que je prends conscience de la relativité du poids de mon voyage. Pour une fois, j'aimerais que tout s'arrête. Balancer ma cargaison par-dessus bord. Devenir spectateur de ma vie. Arrêter un peu de vouloir la vivre par excès. Drôle de pensée. Le voyage vous fait et vous défait sans cesse. Il embellit ce que vous avez de plus beau et assombrit ce que vous avez de pire. Je quitte les rails. Qu'importe de vouloir précéder l'avenir. L'important est de vivre l'instant présent. Le bonheur est là et maintenant pour qui sait prendre le temps de regarder les trains passer. Et le Maroc arrive de lui-même, plus vert, plus sédentaire aussi.
Voilà, c'est donc ici que j'ai passé la nuit. Maroc, mine désaffectée. Voilà. Hier, traversée de l'Atlas en 105 km. Étape finalement relativement facile, malgré une ascension de 30 km. On peut arriver à 2100 mètres. Et au bout de la voie. L'Atlas. Et moi je m'en vais de l'autre côté, direction Marrakech. Marrakech, c'est touriste. Marrakech, c'est conteurs et c'est musiciens qui cherchent du regard les touristes. J'apprécie la halte, j'apprécie l'été à la menthe. Mais je veux vite m'échapper de la mascarade par le désert et les montagnes. Une dernière fois. Besoin de me confronter encore un peu au vrai. Sentiment partagé entre l'envie de rentrer vite et celle de ne pas en finir. Après avoir traversé l'Atlas du sud au nord, je l'arpente du nord au sud, puis d'est en ouest, cherchant une dernière couche, un dernier abri, repoussant le moment où je devrais abandonner ma couverture de nomade. Petit problème de caméscope là, mais voilà où donc j'ai passé la nuit. Le sac de couchage en a même gelé. Je suis au Maroc, il est 6h30 du matin, 2000 mètres d'altitude, et il fait très très froid, très froid. Donc tout a à peu près gelé, hein, l'eau et même moi, donc il faut le préciser aussi. Et c'est la bataille ici puisque mon réchaud est en panne et que, vous l'aurez constaté, il y a assez peu de bois et j'ai que ça pour me faire chauffer le thé ce matin. Donc j'ai déjà pas mal galéré pour trouver quelques brindilles et espérons que ça fera l'affaire. Je suis en direction de Imilché. Imilché, c'est au centre de l'Atlas marocain et je vais en direction de Fès. Fès qui sera définitivement l'une des dernières étapes de ce voyage puisqu'après c'est direction la France par cependant Tanger bien sûr. Voilà. Salam alaikum. Oui. Ça va? Non. Bismillah, avec le nom d'Allah. Avec le nom d'Allah, dans l'Atlas, la vie me semble plus vraie. Les gosses distribuent des sourires ici, des pierres là. On ne ment pas. Les bergers vont avec leurs moutons, les paysans avec leurs charrues, moi avec mon vélo. Mais je sais qu'il s'agit là de mes derniers jours. J'en bave un peu, la piste n'est pas dans un état formidable. Je dois continuer en direction du cirque de Jafar, qui est encore à 150 km d'ici. C'est l'endroit où mène ce chemin. Quand je parle du cirque de Jafar un peu plus bas, on ne sait pas me répondre, donc je suppose que c'est par ici. 150 km, ça leur paraît très loin. Et d'ailleurs, certains ne savent même pas que ça mène à Midelt. Bon, admettons. On se demande parfois comment je vis, donc eh bien là je suis sous la tente, il pleut, pour changer. Ça commence à être le nord au Maroc, donc c'est comme ça que ça se passe. Il est 8h. Et eh bien, j'écris un petit peu, en même temps que je prépare le repas de ce soir. Donc depuis que mon réchaud est mort,
Je mange froid. La magie de la semoule du couscous, c'est quand même que ça arrive à gonfler avec l'eau froide. Ça, c'est plutôt bien. Donc ce soir, semoule en salade avec pas de salade, mais des tomates et du thon. Ça sent la fin, je suis à Tanger. J'attends mon bateau pour passer de l'autre côté en Europe, c'est-à-dire même tout particulièrement en France, puisque ça fait déjà un moment que j'ai décidé de zapper l'Espagne au profit d'autres pays comme le Sénégal ou la Mauritanie. Ça ressemble vraiment à une fin, quoi. Maintenant la France sera différente, c'est certain. Arrivé en France, mon frère, que je retrouve en premier, filme ces dernières images. Pris en flagrant délit de vouloir redevenir l'un des miens en me connectant au réseau. Je souris, mais je sais déjà qu'il sera difficile de reprendre ma place dans ce monde qui m'attend. La véritable inconnue commence maintenant. Au bout du fil, je donne de maigres nouvelles, rassurantes, et je donne rendez-vous à Paris pour les derniers coups de pédale. Les retrouvailles me font peur depuis le temps que je les attends. Je souris parce que j'ai enfin tout pour être heureux, mais je me sens perdu, rattrapé. Je voulais être un témoin du monde, mais je sais qu'on va vouloir me propulser acteur privilégié de mon aventure. On voudra savoir si j'ai trouvé le bonheur au bout du guidon. On voudra que je raconte. Comment dire qu'il faut partir pour savoir. On voudra que j'explique en quoi ces 2 ans et demi et ces 30 000 kilomètres m'ont changé. Comment répondre? Il y a du mystère dans ce qu'aurait été ma destinée sans ce voyage, pour moi aussi. Dernier questionnement. Premier regard porté sur la tour Eiffel qui n'a pas changé. Dans moins d'1 minute, on me prendra pour un héros, fort comme du fer. On dira que c'est énorme. J'aurais envie de leur dire que non, que je ne suis qu'un homme et qu'il ne s'agissait que d'un bout de vie, que je suis parti égoïstement pour faire de mon rêve une réalité. Ils ne voudront pas l'entendre et je les embrasserai. Tout se passe maintenant, au bout d'un feu tricolore qui ne veut même pas se mettre au rouge pour que tout dure encore un peu. C'est énorme, c'est énorme. Ah, c'est beau ça. Sa mère et son fils se retrouvent. Non, ce n'est pas un quart de touristes allemands. Ce sont de véritables Français. Voilà, impeccable. Ah, c'est beau ça. Il a jamais eu autant d'amis. C'est énorme. Auguri, signora, anche lei auguri, auguri. Brava. Ma dimmi una cosa, da dove siete mai? Ma lei chi è? Da dove viene? Bon, je pense que celle-là, ils n'étaient pas prévus. Ah bon, moi je croyais que j'avais plus de connaissances là-bas. Ah ouais, bon, on sait pas, hein. On sait pas. Il essaie d'expliquer son sac. Come on baby, come on, lay down your work now. Today we celebrate the sun like a jerk. Je rappelle aux autres, c'est moi qui filme. I got a little to say, come on, we chill on the bay. And when it's raining, let the rain or simply be the rain. The sun is shining out of you, let others feel the same. That even the police officers, they keep it cool. I love the summer even if I got no swimming pool. Voilà un moment attendu, pas complètement évident à gérer. Donc
Donc là c'est où j'ai grandi en fait. Et dans 1 kilomètre je suis à la maison. Bonheur au bout du guidon, on ferme une page. Voilà, 2 ans et quelques mois. C'est fait. Cause every little smile of you lets the sun shine. Come on and lock in all your stress in your trunk now. And now shut up because we're going to the beach. Wow. There's also Susie, Monica and Jeannie without top. And when it's sunny, even money doesn't count a lot. And when it's raining, let the rain or simply be the rain. The sun is shining out of you, let others feel the same. That even the police officers, they keep it cool. I love the summer even if I got no swimming pool. Brother, keep your head up if you're thinking that your ship is sinking. It is the best now if you turn it up and keep on singing. Oh, summer is just what you do. If you laugh or you cry, if you're a girl or a guy, in the days or at night. If sunny or the rain is pouring, party till the early morning. Oh, summer is just what you do. If you laugh or you cry, if you're a girl or a guy, in the days or at night. If sunny or the rain is pouring, party till the early morning. I like those people who are always thinking positive. On such a shiny day, I tell you, man, I love to live. And I am dancing in the rain, so happy I am fine. Cause every little smile of you lets the sun shine. Oh, summer is just what you do. If you laugh or you cry, if you're a girl or a guy, in the days or at night. If sunny or the rain is pouring, party till the early morning. Oh,